J'ai toujours eu, depuis que je suis né, le truc de me dire, vas-y, je veux faire du business. La réussite professionnelle financière, c'est pas une option. Je travaille 3 heures dans la journée, je prends 5 000 par mois, je rapporte du cash à tout le monde, ils sont contents. Dans ma tête, je m'étais dit, je vais créer ma boîte, tôt ou tard. Je gagne plus que mes parents, je gagne plus que tout le monde. J'ai une boîte qui tourne, j'ai des clients qui me font confiance, j'apprends des millions de trucs par jour et en plus, je gagne un max de thunes. J'apprends sur le tas et je me démerde. Et en fait, la force que j'ai toujours eue, c'est de comprendre, m'améliorer jusqu'à devenir le meilleur. Je travaille non-stop les week-ends, le soir. Les barrières, elles sont salvatrices parce que ça te permet en fait de progresser, de monter en niveau et en fait tu te dépasses et tu arrives à des niveaux que tu n'aurais jamais imaginé. Et j'ai plein de boîtes qui veulent bosser avec moi, j'ai plein d'argent à les prendre, il faut que je crée une vraie société. Benjamin, tu as 32 ans, tu gères une agence avec une quinzaine d'employés et tu gères un portefeuille client entre 20 et 40 millions par an. De budget pub. Et tu es numéro 1 anglaise en France. Ouais. Donc on va essayer de comprendre un peu ton parcours, comment tu en es arrivé là. Et moi, ma première question, c'est, tu as 32 ans, donc tu es encore jeune, hein, c'est pas le même sujet. Merci, ça me fait plaisir. Mais tu viens quand même pas d'une génération qui est née avec Internet. Ouais. C'est pas, moi je suis née, j'avais un iPhone dans la main, on va dire, mais toi pas du tout. Donc c'était quoi tes premiers pas avec Internet? Comment tu t'es intéressée à ce milieu? Par exemple, est-ce que c'était au CDI à l'école ou chez tes parents? Comment tu as découvert Internet finalement, tu vois? Alors, bon, là, on va retourner dans la préhistoire. Si tu veux, alors je suis pas né avec Internet, mais je suis né avec la naissance de la micro-informatique et de l'Internet bas débit. Tu vois, je devais avoir de mémoire, je suis né en 93, c'est arrivé autour des années 2000 où ça se démocratisait, c'était les PC avec Windows 95, 98, etc. Ouais. Donc dans ces eaux-là, j'avais un grand frère qui avait acheté un ordinateur qui est dans sa chambre et il se connectait, plein de gens l'ont connu, il se branchait sur les prises téléphoniques. Qui n'existe plus. On se branchait sur les prises téléphoniques et tu avais 50 kilos de débit. Donc c'était en gros pour charger une image, il te fallait quasiment plusieurs dizaines de secondes, voire minutes pour charger une image. Donc Internet était extrêmement lent. Et donc mon grand frère avait ça dans sa chambre et il naviguait sur Internet, mais c'était révolutionnaire. Et en gros, si tu veux, d'où est née cette passion de l'informatique? C'était tout petit, je devais avoir, 6 ans, 7 ans. Et en fait, je voyais mon grand frère déjà que j'admirais sur l'ordi, tu vois, me disant, putain, il fait un truc de fou. Et en plus, mon père a eu une phrase décisive, c'est que vu que ça coûtait très cher à l'époque, l'informatique, il m'a dit, t'as pas du tout le droit de toucher, parce qu'il avait peur que j'abîme, que je casse ou quoi. Il m'a dit, c'est pour les grands, tu vois, en gros, c'est interdit de toucher l'ordinateur. Et donc dans ma tête, je me suis dit, attends, c'est interdit, mon grand frère le fait, c'est un truc révolutionnaire. Et du coup, je me suis dit, mais ça a l'air trop bien. Et donc dans ma tête d'enfant, j'ai fantasmé le truc de fou. Et dès que j'ai pu m'approcher d'un ordi, je l'ai fait évidemment parce que c'était interdit. Et donc je me suis passionné très très vite. J'ai touché des ordis à, 8-9 ans, tu vois, je commençais à me balader sur Windows, à faire des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu faisais concrètement? Parce que, il n'y avait pas Internet vraiment, donc c'était quoi Alors, sur l'ordi, alors voilà, ça remonte, alors je peux pas me souvenir dans le détail exactement ce que je faisais vers 8-9 ans sur l'ordi. Alors déjà, il y avait Internet quand même, je te dis, mais c'était du bas débit. Mais en gros, t'avais, je me rappelle, Windows Movie Maker, je sais même pas si ça existe encore. C'était les premiers logiciels où tu peux faire du montage vidéo. Voilà, maintenant t'as CapCut, t'as plein de trucs et tout, mais à l'époque, il y avait ça. Alors c'était un truc inclus dans Microsoft, donc très simple d'utilisation, tu vois. Et je me souviens, je filmais ma famille, je faisais des petits montages, je mettais des films. Clairement, le rendu c'était moins bien que les films de 1900, tu vois, tellement c'était simple comme utilisation, mais c'était rigolo de le faire. Et tu montrais ça à des gens à l'époque, ils étaient choqués. Ils se disaient, mais attends, ce mec est un génie dans l'informatique. Et donc à 8-9 ans, tu faisais ça? Ouais, mais c'était très simple, hein, encore une fois, il n'y avait pas de... Le logiciel était simple à utiliser, le rendu était très facile à avoir, mais c'était révolutionnaire à l'époque. C'est-à-dire, tu montrais un montage vidéo à quelqu'un, tu disais je l'ai fait, tu vois, et il disait c'est incroyable, alors que le rendu était naze, quoi. Oui, ça n'existait pas finalement. Ça n'existait pas, en fait, à l'époque, tu vois, quand j'avais 8-9 ans, il y avait peu de gens qui avaient beaucoup d'ordi, Internet était quand même assez peu développé, le montage vidéo encore moins. C'était un peu une science, tu vois, un peu occulte. On disait, c'est quelque chose qui coûtait cher, que pas forcément toutes les familles avaient. Ouais, dans les années 90, c'était vraiment, tu avais peu de foyers qui en avaient, très peu de gens connectés à Internet. Il y avait plein de gens qui ne savaient même pas ce que c'était Internet à l'époque. Ce que tu vas voir aujourd'hui, tu vas dire, c'est un boomer, il ne sait pas allumer son téléphone et tout. Tout le monde était comme ça avant, tu vois. Et au contraire, ils voyaient un peu les gens comme moi ou mon frère ou des jeunes qui s'intéressaient un peu à l'informatique comme des geeks un peu marginaux, tu vois. Aujourd'hui, c'est devenu la hype.
Mais avant, les gens disaient, ouais, c'est un peu des ovnis, tu vois, ils sont sur Ouais. l'ordi, bon, allez prendre un peu de haut, tu vois. Et aujourd'hui, la tendance est complètement inversée parce que ça s'est vachement démocratisé. Et donc là, tu as 8-9 ans, années 90, Ouais. quand vraiment Internet débarque et que ça se concrétise un peu plus, que tout le monde est un peu plus au courant, Ouais. toi, c'est quoi, entre guillemets, tes premiers pas sur Internet, en plus du montage vidéo, quand tu contactes des gens ou si tu vends quelque chose, tu vois Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, sur l'ordi, moi, j'ai exploré un petit peu tout. Donc, j'ai exploré Internet, j'ai exploré les logiciels, etc. Mais vraiment en mode passion, tu vois. J'avais pas d'objectif. Par exemple, il fallait me mettre sur un logiciel lambda, me dire, vas-y, je vais le tester et tout. C'était vraiment, encore une fois, par passion, ça m'a tout de suite plu. Du coup, tu étais un peu un geek. Enfin, à l'école, j'étais un t'étais geek. catégorisé comme ça. Alors, je n'étais pas catégorisé comme un geek parce que ma personnalité, j'ai jamais une personnalité de geek. Si tu veux, j'ai jamais été en mode, tu sais, un peu réservé avec les petites lunettes, un peu l'image qu'on se fait des geeks, tu vois, voilà. J'étais pas du tout comme ça. J'ai toujours été très sûr de moi, extraverti. J'ai toujours eu plein de copains, etc. Donc, mais j'avais le profil quand même de geek dans le sens où j'étais passionné par l'informatique. Et tes potes, vu que tu me disais que tu avais plein de copains, ils faisaient ça ou pas du tout? Pas du tout. Non. J'ai jamais eu d'amis qui faisaient vraiment de l'informatique en mode passion poussée, en tout cas à cet âge-là. Ouais. Et du coup, si tu veux, comme je te disais, j'ai exploré tout en fait sur l'ordi. J'ai exploré aussi Internet. On commençait à avoir un peu la DSL, des trucs comme ça dans les années 2000. Bon, peut-être que je me trompe un peu sur les dates, mais en tout cas, Internet se développait un peu plus. Voilà. Si tu veux, moi, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait un site Internet. À l'époque, T'avais quel âge là? Franchement, je devais avoir 11 ans, je pense. Ok, donc à 11 ans, tu crées ton premier site internet. Ouais, mais alors attention, parce que là, on se dit, le mec a créé un site internet, c'est exceptionnel et tout. Il y avait des premiers systèmes qui existaient de what you see is what you get. C'est les Wix modernes. Ouais, En gros, tu drag and drop un bloc et ça va le coder, si tu veux, en HTML. Donc moi, je codais pas en HTML ou très peu. J'apprenais, je baragouinais, tu vois, le truc. Mais en vrai, j'ai pas codé le site internet à 11 ans. J'ai pris un système, alors je me souviens plus du nom, ça a disparu depuis. C'était l'ancêtre un peu de Wix et des systèmes comme ça, où tu pouvais créer ton site internet sans vraiment coder, c'était assisté si tu veux. Et il y avait quand même des petites portions de code HTML. Donc j'apprenais un peu les balises, etc. Et j'ai créé un site, et je me rappelle encore du nom. Il s'appelait licencecorporation.com. Ok, donc déjà en anglais alors que tu as 11 ans. Voilà, et du coup, en fait, si tu veux, sur ce site-là, je vendais des licences pirates de logiciels. Donc en gros, si tu veux… Ouais, à côté de faire ton site, tu avais quand même en amont piraté des… C'est pas ça. En fait, en gros, pour t'expliquer, à l'époque, on téléchargeait énormément sur Emule. Aujourd'hui, téléchargement, pour vous, le peer-to-peer, ça n'existe plus. Ça, j'ai connu pour les films, les séries, les musiques. Ok, bon, t'as quel âge? 25. Enfin, 25, ok. Bon, en gros, Emule, si tu veux, tu avais aussi LimeWire de mémoire, permettait du téléchargement peer-to-peer. C'est-à-dire que tu avais un film sur ton ordi, tu te connectais à Internet, tu déclenchais le logiciel et quelqu'un à l'autre bout du monde pouvait télécharger des portions de ce film-là et télécharger d'autres portions sur d'autres PC. Et en gros, tu agrégeais un film entier en téléchargement. Mais ça mettait des jours, voire des semaines. Genre, tu veux télécharger L'Âge de glace à l'époque, tu mettais genre 3 semaines. Ton film, tu le savourais, tu vois. On n'avait pas du tout le haut débit. Et sur ces systèmes-là, il y a eu évidemment des dérives et tu pouvais partager tout et n'importe quoi. Et donc, tu pouvais partager des logiciels pirates. Donc, par exemple, un logiciel comme Kaspersky, une licence Office, une licence Windows, tout ça, tu pouvais… permettait de pirater les films. En fait, à l'époque, tu n'avais pas de sécurité. Tu téléchargeais juste un code, en fait. Donc, en fait, le mec, il disait licence fonctionnelle Windows ou en anglais. Tu l'as téléchargé, tu activais ton Windows. Et eux, ils ne le détectaient pas pendant des mois, tu vois. Il y avait pas Aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué. Donc moi, je dis, attends, la plupart des gens ne connaissent pas l'informatique, ils comprennent rien, ils payent leur logiciel, ils ne savent même pas qu'on peut les pirater. Il n'y avait pas du tout l'ambiance sur Internet d'aujourd'hui, très réglementée, etc. En fait, c'était le Far West total, c'était la liberté totale. Nouveau, et les gens s'en foutaient. Et donc, du coup, je téléchargeais des licences de logiciels, donc Windows, Office, des antivirus, je me rappelle pas de tous les noms de l'époque. Ça, tu l'avais vu chez quelqu'un le faire ou… Non, j'avais fouillé. En fait, j'avais fouillé directement sur les logiciels. Et en fait, quand moi, je voulais pas payer un logiciel et que je télécharge les licences et ça marchait, je dis mais attends, mais je peux le filer à plein de monde en fait. Et donc, je te dis n'importe quoi, si l'antivirus coûtait 50 €, moi je le mettais, en plus à des prix délirants, je le mettais genre à 10 €, tu vois, le truc pas du tout possible, même en achat de masse, etc. Et je le mettais, mon site en vrai, il était pas ouf, tu vois, mais il était fonctionnel, tu avais une home page, tu avais des produits, des catégories. Et en gros, les gens se connectaient sur mon site internet et achetaient la licence et je leur livrais par mail. Mais je faisais moi-même le mail bourré de fautes en plus parce que j'avais 11 ans, tu vois. Donc j'écrivais le mail. Bonjour, merci pour votre commande. Voilà. C'était français majoritairement ou Ouais, c'était en France. C'était en France. Et en gros, tu vas me dire, mais attends, t'avais un site, comment t'amener du monde pour qu'ils achètent dessus? Tu vois, parce que moi, en gros, alors j'avais quand même fait l'effort parce que je faisais quand même beaucoup de fautes d'orthographe.
J'avais tout rédigé, j'avais fait tout le site. Et ensuite, j'avais demandé quand même à mon père de relire et de corriger les fautes. Aussi, tes parents, ils étaient OK que tu... Ils n'étaient pas du tout OK. Mais en gros, mon père, il m'a vu faire ça, il s'est dit, il a 10 ans, il fait un site, c'est tout pourri, ça marchera jamais. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit franchement, si tu fais une vente sur le site, en gros, bravo et tout. Mais en fait, il disait, c'est un délire d'enfant, il va jamais faire de vente dessus, tu vois. Sauf que, il ne s'attendait pas à ce que j'allais faire, donc ce que j'allais trouver. Je suis allé sur, à l'époque, eBay. Ouais. eBay, aujourd'hui, vous l'utilisez quasiment plus. Mais c'était le bon coin d'aujourd'hui. Enfin, c'était une machine de guerre. En fait, dès que tu voulais vendre un truc, tu allais sur eBay. C'était vraiment, il n'y avait pas Amazon, c'était pas développé Amazon à l'époque. Amazon a un peu remplacé eBay finalement. Ouais, c'est ça. En gros, avant, eBay, c'était the place to be pour le e-commerce. C'était, tu vendais, t'achetais, t'avais la livraison rapide, t'avais les premiers paiements sécurisés avec PayPal, qui a été à l'époque, qui sont rachetés à Elon Musk. Donc c'était le début de Internet sécurisé, on est livré rapidement. Pour les particuliers aussi pour tout le monde. Pour tout le monde, c'était particulier, professionnel, etc. Et donc moi, eBay, je m'y intéresse beaucoup parce que je me dis, il y a de l'argent qui transite, c'est un truc de fou en fait. Et donc je suis allé sur eBay, j'ai publié des licences, mes licences à moi, un poil plus cher que sur mon site. Donc par exemple, la licence était à 50 €, je la mettais genre à 12 € sur eBay et je mettais dans la description. Allez, aujourd'hui, c'est impensable de faire un truc pareil, mais je mettais dans la description, si vous voulez payer un peu moins cher, la licence, vous venez sur mon site l'acheter pour créer du trafic. Et en fait, ça a marché de fou. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, non seulement, ils ne se posaient pas de questions sur le prix de la licence, ils voyaient la description produit, ils tombaient sur un site random qui avait rien à voir avec eBay et ils achetaient les licences pour économiser 2 €, 3 €. Et donc, en fait, moi, je prenais de la visibilité gratuite sur eBay, il y avait un énorme trafic et je l'envoyais sur mon site. Et en fait, l'avantage de faire ça, c'est que je me disais, déjà, je garde la main, je fais connaître mon site, etc. Et on peut pas me strike le site. On peut me strike une page eBay, un compte, mais pas me ban. Voilà. Et donc, du coup, de mémoire, je crois. Alors, à l'époque, c'était énorme pour mon âge. Je crois que j'avais généré genre 350 € de chiffre d'affaires, tu vois. Moi, ce qui me frappe dans ton discours, c'est que tu as quand même 11 ans et tu te dis, ah, ok, j'ai fait de la veille sur ce qui était Internet. Et je comprends qu'on peut se faire de l'argent et du coup, je vais en profiter et finalement répondre à une demande. Parce que tu t'es dit, moi, j'arrive pas à trouver des licences hyper facilement, donc je vais faciliter la chose pour moi, mais du coup pour les gens, et je vais le monétiser. Ouais. T'avais jamais vendu des choses auparavant, ou... Alors, sur Internet, non. La seule fois où j'avais vendu avant, je devais avoir 7 ans, je pense 7 ans. Alors, je peux me tromper à 2-3 ans près, parce que c'est un peu lointain, mais je pense que j'avais autour de 7 ans. En fait, j'avais ça t'as pas connu non plus, des livres J'aime lire. Tu vois ce que c'est ou pas? Je crois que c'était pour apprendre la lecture. En fait, mes grands-parents m'abonnaient à J'aime lire, donc les gens de ma génération ont connu ça. On recevait des J'aime lire, je crois que c'était toutes les semaines ou tous les mois. Et tu avais un J'aime lire, donc c'était des histoires que tu lisais et c'était pour t'exercer à la lecture en fait. Donc c'était un peu ludique et ça renforçait ton parcours scolaire. Et en fait, moi je recevais ça, je les lisais, je sais même plus si je les lisais, mais en gros j'en avais plein, tu vois, j'en empilais, je sais pas, j'en avais des dizaines et je me disais, ça me sert plus à rien. Pourquoi je les garde comme ça et tout? Et donc je me suis dit, ça doit intéresser des gens. Et donc à l'époque, j'habitais chez mon père, avant que mes parents divorcent, et j'étais dans un lotissement et tout le monde se connaissait, tu vois, c'était des gens, ils avaient la quarantaine, cinquantaine, ils se connaissaient tous. Donc je prends mon vélo, je vais dans le quartier, je sonne en porte-à-porte chez tout le monde. Évidemment, ils me connaissaient. Et donc je leur disais, voilà, j'ai des J'aime lire, je les ai finis, et je pense que ça peut vous intéresser, est-ce que je peux vous les vendre? On était en francs à l'époque. Et je les vendais, je crois que je les vendais 10 francs, donc hyper cher en plus. Évidemment, les gens, ils en avaient rien à foutre des J'aime lire, mais ils me connaissaient, ils me trouvaient mignon et tout. Et ils étaient en mode, c'est Benjamin, on le connaît, c'est un enfant du quartier. Donc ils me l'achetaient pour me faire plaisir. Mais moi, quand j'étais petit, j'étais sûr qu'ils me l'achetaient parce qu'ils kiffaient de fou le produit, tu vois. Et donc je me dis, mais je tiens un truc de dingue. Donc j'allais faire chier clairement tout le monde dans le quartier pour aller vendre mes J'aime lire. Et du coup, j'en avais vendu, 6-7 en tout. Mais à l'époque, 70 francs, à l'époque, ce qui fait à peu près 10 € aujourd'hui, c'est énorme. Enfin, en gros, les 70 francs de l'époque, je sais pas combien ça, avec l'inflation et tout ce que ça représentait. Mais en tout cas, pour mon âge. Et pour un enfant de 7 ans. Je me voyais, je te jure, je les empilais sur la table. Et je me rappelle, je les cachais parce que j'avais peur que mes parents le découvrent. Parce que mes parents ont pété un câble en disant, attends, tu fous ma gueule, tu raquettes les voisins pour vendre des J'aime lire, ils s'en foutent. Enfin, tu vois, ils m'auraient dit, les voisins tranquilles, ce qui est logique, va pas sonner tous les matins, leur vendre des trucs, quoi. Et je te dis, j'avais cette montagne de pièces. Parce qu'il me paraissait être une montagne, c'était quelques pièces. Et je me disais, mais attends, c'est un truc de fou, quoi. Et je me voyais déjà, mais super riche pour mon âge, ce qui était vrai, tu vois. Mais c'était mignon. Bon, voilà, quand j'y repense, c'était mignon. Mais j'ai toujours, en gros, pour répondre à ta question, j'ai toujours eu, depuis que je suis né, le truc de me dire, vas-y, je veux faire du business. C'est ça. Et du coup, est-ce que tes parents, ils sont entrepreneurs? Pas du tout. Juste, tu penses que t'es né avec ça et il n'y a personne ou un mentor ou ton frère qui t'a non, donné cet esprit-là? Non, dans ma famille, ils ont tous le profil salarié. Ils ont tous des belles réussites en salarié.
Ok. Donc il n'y a rien de péjoratif là-dedans, Non. mais c'est des profils qui aiment quand même la sécurité. Tu vois, mon père est resté dans la même boîte pendant toute sa vie. Ouais, ce qui se faisait EDF. beaucoup à l'époque. De toute Voilà. façon. Mes oncles, ils ont très bien réussi, mais ils ont eu quand même des parcours plutôt salariés. Ok. Mais par contre, tous quand même ont eu cette volonté de réussir, de surpasser les autres, d'avoir des postes à responsabilité, Ouais, de bien gagner leur les vie. échelons, Donc j'ai quand même grandi dans un environnement exigeant professionnellement, tu vois, Ok. exigeant au niveau scolaire, exigeant au niveau professionnel et surtout en mode la réussite professionnelle financière, c'est pas une option. D'accord, ok. À l'échelle de mes parents, etc. Ouais, bien Donc sûr. en gros, tu vois, pour eux, en fin de carrière en salarié, si tu gagnais moins de 4-5 000 euros par mois net, Ok. c'est pas bon. Ouais. Ce qui veut pas dire que tu es moins intelligent, plus intelligent, peu importe, ça veut rien dire, mais dans leur repère, tu vois, j'ai toujours été poussé quand même sur ça. Ouais. Donc déjà, tout petit, j'étais pas forcément excellent à l'école, au contraire, mais j'avais déjà le truc de me dire, vas-y, il faut que je réussisse, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je sois autonome financièrement. Ouais, c'était vraiment dans ton éducation. Et du coup, tes parents, ils étaient un peu stricts aussi à l'école pour que tu aies des bons résultats, que tu puisses choisir ensuite. Alors, mon père était très strict, ma mère était très laxiste, donc j'ai eu une éducation hyper ambiguë où j'avais d'un côté le truc, je pouvais pas me décaler de 5 cm, je pouvais m'en prendre une, et ma mère qui était en mode je faisais tout ce que je voulais, j'étais l'enfant roi. Donc j'ai grandi dans cet écosystème un peu chelou, tu vois. Ouais. Et c'était quoi ta question, pardon ? Non, si tes parents ils étaient stricts, si du coup à l'école c'était vraiment les bonnes notes pour ensuite. Mais en fait, alors si tu veux, mon père était très strict, mais je n'ai jamais obéi à personne. Ok. Ni au professeur, ni à mon père, ni à personne. Et en fait, j'étais un enfant terrible, quoi. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, les profs pétaient un câble sur moi, mais vraiment, tu Que le vois. comportement du coup ou quand même les notes suivaient. J'avais des notes, on va dire, ok. J'ai jamais été un élève brillant. J'ai jamais eu, à part en études supérieures, mais en primaire, collège, lycée, j'avais 12, 13, 14 de moyenne. J'ai jamais du tout été un élève brillant. J'ai jamais été dans les meilleurs de la classe. Ok. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ça qui te permet de réussir. Ça, c'est ce qu'on pense quand on est à l'école. On s'en rend compte après que c'est pas la réalité. Mais j'ai jamais été un élève brillant. J'ai jamais été dans le top performer, ce genre de truc. Après, c'était peut-être dur aussi pour toi parce que vu que tu faisais des choses déjà concrètes à côté, donc que ce soit tes j'aime lire ou même les licences, de dire bah en fait je fais de l'argent à côté, c'est peut-être un peu trop scolaire, ça m'apporte peut-être. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, alors il y a plusieurs choses. Il y a, ça, c'est plus vrai collège-lycée quand j'ai monté plein de projets et j'avais plus du tout le temps de réviser. Ça flinguait mes notes. Mais c'est surtout qu'en fait, si tu veux, j'ai toujours été hyper actif. Donc là, je me calme avec l'âge. D'accord. Mais enfant, je ne tenais pas en place. Ok. Et quand je dis tenais pas en place, c'est que tu m'assois sur une chaise. Au bout de 5 secondes, je suis sur la table. Je suis là, je bouge avec les copains, je fais des trucs. Des profs, ils étaient en burn-out avec moi, ils en pouvaient plus. Ils faisaient que convoquer mes parents. Okay. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais des notes à peu près correctes. Donc ils pouvaient pas me virer à chaque fois de la primaire, du collège, etc. Mais je les ai rendus fous. Mais vraiment, je les rendais fous. Et c'était pas volontaire, c'était pas méchant. J'ai jamais été un enfant méchant. J'étais pas irrespectueux, j'insultais pas mes professeurs, etc. Mais j'étais une boule d'énergie. Ouais. Je pense que j'avais un TDAH, tu vois. J'ai peut-être toujours un TDAH. Et en gros, j'étais intenable. Et du coup, hyper curieux aussi, c'est ça qui t'a permis de faire toute cette veille-là sur Internet. Ouais, ah oui, j'ai toujours été très curieux. J'ai toujours toujours été très curieux. Mais tu vois, l'école m'emmerdait, quoi. L'école m'emmerdait. Moi, rester 8 heures assis sur une chaise à écouter quelqu'un qui me raconte quelque chose, c'était impossible. Okay. Et donc, du coup, les contrôles, je les révisais la veille à l'arrache. Je notais rien, tu vois. Mes parents, ils devenaient fous. J'arrivais avec des cahiers vides. Mes trucs de devoirs, c'était vide. Et j'arrivais quand même à passer, tu vois, les classes. Mais ma scolarité, j'ai appris 10% de ce qu'on voulait me transmettre. Okay. Tellement, mais ça, je le subissais, c'était pas volontaire. J'étais pas là à me dire, vas-y, je monte une révolution, l'école, ça sert à rien. C'est pas ce que je me disais. C'est juste que par nature, l'école n'était pas faite pour moi. Oui, t'arrivais pas, parce que en même temps, si t'es hyper actif, tu peux pas, en fait. C'était au-dessus de mes forces. Voilà, exactement. Pas, en fait, donc, exactement. Ça me correspondait pas du tout. Je pense que, tu vois, les profs de primaire, je pense qu'ils sont plus là maintenant aujourd'hui, mais mes profs de collège, lycée doivent bien se souvenir de moi, tu vois, mes éducateurs, etc. Et ils me détestent pas. Je pense qu'ils ont un bon souvenir de moi, quand même, j'espère. Mais je les ai marqués par le fait que j'étais insupportable, quoi. Okay. J'étais vraiment insupportable. Et donc là, t'as 11 ans, t'as fait ton premier site, tu commences à générer quelques ventes. Ouais, je fais 350 badges. C'est quoi le step d'après ? Alors, le step d'après, mon père comprend qu'en fait ça marche. Oui, parce qu'en plus, il t'avait dit, oui, si tu fais une vente… Ouais, lui, il pensait que c'était un délire d'enfant. Il voit que ça marche. Il voit que je fais de l'argent. Il me dit c'est trop dangereux, quoi. Il dit attends, c'est n'importe quoi. Tu télécharges des licences pirates, tu les revends sur un site. Il y a pas de société, il y a rien. Bon, c'était 350 balles. Donc mon père là, du coup, c'est sur PayPal. Enfin, comment tu récupères ? Ouais, je payais sur. En fait, j'avais fait un compte PayPal à mon père avec sa carte d'identité. Ouais, parce que toi, t'étais mineur. J'ai pas le droit. Donc en fait, mon père, je lui fais faire un compte PayPal avec sa carte d'identité, son truc et tout. Ok. T'avais un gros bouton PayPal en gros, et les mecs, ils lisaient. Mais je te dis, enfin, il faudrait que je retrouve avec Web Archive. Je sais pas s'il a scrappé le truc, ce site, ça serait incroyable de le retrouver. T'avais une fiche produit.
Tu avais donc la photo du logiciel, un petit descriptif que j'avais rédigé, ou que j'avais copié-collé, je sais plus. Et tu avais un gros bouton. ChatGPT à l'époque. Non, il n'y avait pas de ChatGPT. Tu avais un gros bouton PayPal jaune, fluo, parce qu'à l'époque, PayPal, c'était. Et c'était. Maintenant, il y a Stripe, il y a plein de trucs, mais à l'époque, PayPal, c'était ça, les moyens de paiement en ligne. Et les gens, du coup, je leur disais, en fait, vous risquez rien d'acheter sur un site avec PayPal. De toute façon, vous pouvez faire des litiges et tout. En fait, ils étaient sécurisés. Donc, le côté de, c'est un site random un peu chelou, ils s'en foutaient, les gens, parce qu'ils payaient PayPal. Ils payaient. Moi, j'avais un mail en mode, à payer 19 € pour tel logiciel. Je chopais vite l'adresse mail, je répondais à la mano en envoyant la licence, et puis j'échangeais avec les gens. Et les gens me remerciaient, enfin, c'était fou. Ouais, t'arrivais à être réactif et tout, du coup, pour... Ouais, je faisais gaffe, mais tu vois, si des fois je répondais pas pendant 3 jours, les gens me disaient, attendez, elle est où ma licence ? Oui, parce que t'avais pas de notification. Il n'y avait pas d'automatisation. Ouais, voilà. Okay. C'était tout à la main, ça n'existait pas l'automatisation. Peut-être qu'avec des règles Outlook ça existait, mais c'était trop compliqué pour moi, j'arrivais pas à le faire. Je faisais à la mano. Donc du coup, mon père voit que ça marche, il voit que j'encaisse de l'argent et tout, et il me dit, en vrai, trop dangereux. On va avoir des problèmes et tout. En mode, maintenant que j'y repense, c'est ridicule. Il était flippé pour rien. C'est pour ça que je te dis que c'était des très bons salariés dans ma famille. C'est qu'ils n'avaient pas du tout le goût du risque en fait. En fait, c'était trop cool, tu vois, de faire ça. Et il me dit, tu supprimes le site. Okay. Mais en plus, c'était sur son compte, donc il devait aussi avoir peur pour lui. En vrai, même aujourd'hui, tu fais 300 balles non déclarées. T'inquiète pas, le fisc, il a autre chose à faire. Il va pas venir t'emmerder si ton sur un enfant de 10 ans en plus. Je pense que bon, tu vois, je pense pas que voilà. Mais en vrai, en plus, à l'époque, sur Internet, c'était le Far West. Donc, c'était random de faire ça, mais en vrai, il y avait zéro risque, tu vois. Et en fait, j'aurais pu continuer, mais j'ai pas pu m'imposer face à mon père à cet âge-là. Donc, il m'a dit, tu supprimes le site. Donc, j'ai supprimé, j'ai tout arrêté. J'ai retiré, il m'a donné l'argent, il m'a donné les sous. Donc là, pour moi, j'étais milliardaire, tu vois. Je me dis, putain, j'ai 300 ou 350 €, trop cool, incroyable et tout. Et du coup, il y a eu un moment d'inactivité. Et j'étais monté en compétence sur eBay. Et donc j'ai monté une boutique sur eBay. Donc à quel âge là ? Si tu me dis que tu avais un petit moment. Je devais avoir 12-13 ans. Un petit moment de veille finalement pour repartir encore meilleur quoi. Ouais, mais je te dis encore une fois, je n'ai jamais fait ça. Alors j'ai toujours aimé gagner de l'argent, tout ça, et avoir une indépendance financière, mais je n'ai jamais fait ça pour l'argent, surtout à cet âge-là. Tu penses pas à faire de l'argent à 12 ans. Tu penses à... Ouais, mais il y a quand même cette petite notion là. Enfin, moi à 12 ans, je pensais pas que j'allais revendre mes livres, je préférais plus entasser qu'autre chose. Tu vois en fait, si tu veux, tu as un mix de... C'est ma passion, j'explore et je sais pas vraiment pourquoi je fais ça, mais ça me plaît. Et le truc de dire, mais attends, en plus, je peux faire de l'argent. Et l'argent a toujours été un moteur quand même chez moi, même depuis que je suis né. Et donc, j'ai mixé moteur argent, moteur passion. Et j'ai fait ça. Mais je me suis jamais dit, vas-y, je me pose sur eBay, comment je peux faire de l'argent ? Je me pose sur eBay, putain, trop bien, c'est une marketplace, qu'est-ce qu'ils vendent, comment ça marche ? Et après, je me dis, mais attends, si d'autres le font, pourquoi pas moi, tu vois ? Et du coup, j'ai créé une boutique. Donc là, mon site est supprimé, je suis déprimé, je me dis, vas-y, ma carrière est finie, j'avais vendu des petits bouquins, je me dis, c'est la fin. Et je réfléchis, et donc sur eBay, je commençais à acheter des petits trucs, tu vois, avec mes économies. J'achète des conneries, je sais plus ce que j'ai acheté, tu vois, mais des trucs à 10 €, 5 €, je les reçois chez moi, je comprends comment fonctionne la livraison et tout. Et je dis, en fait, vas-y, je vais ouvrir une boutique. Alors, je me rappelle plus du nom. C'était une boutique eBay. Et en gros, alors à l'époque, mon cousin aussi avait ouvert une boutique eBay, donc on se parlait de ça. Ton cousin qui avait quel âge du coup ? Mon cousin, il est 2 ans de plus que moi. Et lui, il vendait, je crois que c'était des codes Nintendo, un truc comme ça. C'était une magouille aussi. Il avait trouvé un moyen d'avoir des codes Nintendo. Il les revendait sur eBay. Il était plus expérimenté que moi sur eBay, donc il m'avait un peu expliqué en plus. Et il avait du coup ce côté un peu geek aussi comme toi. Beaucoup moins. Beaucoup moins, mais un peu entrepreneur, à vouloir faire des sous. Et d'ailleurs, il a une très belle réussite. Et il a toujours été en mode... Il a toujours été un peu en mode comme moi, vas-y, comment on essaye de faire des business, des trucs, etc. Mais beaucoup moins orienté sur l'informatique. Tu vois, maintenant, il fait plus d'IMO, etc. Et du coup, je crée ma boutique et je vendais des e-books. Mais alors, des e-books que je piratais sur Emule. Donc en fait, il y a toujours ce côté pas trop légal. C'est pas très légal, c'est que déjà Internet c'était le Far West, donc là aujourd'hui c'est très mal vu de pirater sur Internet. À l'époque c'était la norme. C'est-à-dire en gros en France, tu parlais avec quelqu'un, tu disais t'as téléchargé un film et tout. C'était limite quelqu'un qui piratait pas ou qui avait peur de pirater, c'était l'OVNI. Tu vois, 99% des gens pirataient et s'en tapaient complètement. Maintenant il y a Netflix, tout ça. C'est pour ça que ça a disparu. Mais en gros, je me souviens même à l'époque, moi je téléchargeais des musiques ou même des films. Et tu avais toujours peur de recevoir une lettre ou un mail mais tu me parles de ça c'était c'est sorti il y a quoi, 10 ans, 15 ans. Moi je te parle de l'époque, on va dire 95-2010. Il n'y avait rien. Mais il y avait rien, tu pouvais Internet, c'était la liberté totale. C'était les plus belles années d'Internet. Aujourd'hui maintenant, c'est pour ça qu'ils ont fait Tor, le dark web, etc. pour en fait conserver un système d'anonymat avec évidemment des dérives, mais qu'il y avait aussi sur Internet à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Internet, c'est devenu un outil de surveillance de masse. Tout le monde est tracé, etc. Alors, tu as des solutions, tu as des VPN et tout, mais en réalité,
même avec des solutions de protection, tout le monde est tracé et c'est un outil de surveillance de masse. À l'époque, les années, je te dis 95, 2012, 2013, mais c'était open bar. Il y avait beaucoup de monde parce que tu vois, maintenant on est hyper surveillé parce que aussi il y a tout le monde qui est sur Internet, genre c'est vraiment la base. Quand j'avais 13 ans, c'était il y a 2006, il commençait à y avoir du monde là sur Internet. Ok, d'accord. Ça se démocratisait, tout le monde avait des PC. En vrai, sans problème. Donc du coup, je crée ma boutique de e-book. Je télécharge des e-books, je me rappelle. C'était des e-books, des livres de cuisine. Franchement, j'avais trouvé vraiment plein de trucs. En fait, c'était pépite parce que tu trouvais tout sur Emule. Et Emule, c'était un peu le Google pirate, tu vois. Il y avait pas le logo d'animal ou un truc comme ça. Si, de mémoire, je crois que c'était un âne, un truc comme ça. Ouais, il y avait un truc comme ça. Je sais plus, mais en gros, je téléchargeais. En fait, je tapais e-book sur Emule. Et t'avais mais plein de trucs. T'avais des cuisines, des trucs de bricolage. Enfin, t'as vraiment des catégories et tout. Et en fait, les gens, ils partageaient énormément. Même des trucs qu'ils rédigeaient eux-mêmes. Ils les mettaient dans le dossier. Moi, j'aspire tout le truc. Je me dis, je regarde un peu la qualité des trucs parce que tu vois, je regarde le produit. Tu regardes ce que tu vends. Ouais, voilà, je regarde quand même et je me disais, ça c'est quali, ça c'est pas quali, ces trucs, voilà. Il n'y avait pas de question de droit d'auteur, etc. Et je les mets sur eBay. Et en fait, là, truc de fou. Il faut savoir que ça, c'était hyper précurseur à l'époque parce que Amazon n'était pas encore en France, n'était pas développé. Et Amazon, à l'époque, son business est né des e-books, des livres et des e-books. Et donc moi là je te parle d'un truc où Amazon ne vendait pas ça en France ou très peu, je sais même pas si c'était en France, je connais pas l'histoire d'Amazon, mais en gros ce que je veux dire c'est que personne vendait des e-books, très peu de gens vendaient des e-books sur Internet, c'était révolutionnaire de se dire en fait il n'y a plus de frais de port, tu envoies le livre numérisé, la personne le lit chez elle et tu l'envoies par mail. Moi vu que je voulais pas de stock, de moyens de livraison, c'était trop chiant. Moi j'étais dans ma chambre, donc si je dis à mes parents vas-y je remplis la moitié du salon de livres, déjà qu'ils voulaient même pas que je fasse de business, qu'ils avaient peur. En plus de créer ta page sur eBay, tu l'avais caché du coup à ton père Je me rappelle plus. Très sincèrement je me rappelle plus. Là mes parents avaient divorcé donc j'étais quand même plus libre parce que j'étais avec ma mère. Je sais plus, mais en tout cas je sais que j'utilisais encore les comptes PayPal de mes parents, ça c'est sûr. Oui, et au pire, si ton père disait non, peut-être que ta mère aurait dit voilà. Et puis, voilà. Franchement, ça serait mentir de te dire il voulait pas, etc. Parce que je me rappelle plus exactement la situation, ça remonte. Mais ce que je me rappelle, c'est que j'avais fait un e-shop de fou avec plein de livres et j'en ajoutais tous les jours. Et en plus, plein de catégories. Donc, plein de catégories. Cuisinière, bricoleur, il y avait tout pour tout le monde. Et le truc de fou, c'est que les gens achetaient. Et je sais plus combien je vendais ça. C'était pas cher. Je vendais ça genre 1 euro, 2 euros, 3 euros, etc. Les gens achetaient. Et le truc de fou qu'il y avait sur eBay, c'est que tu laissais des avis après les achats. Moi, j'étais réactif, j'envoyais sur la messagerie eBay le doc, le PDF, etc. Du coup, ils me mettaient des avis. Mais je suis monté, je crois, à 400 ou 500 avis sur ma boutique. Et du coup, en fait, comme partout, comme aujourd'hui, plus tu as des avis sur un shop, sur des produits, plus les gens ils font confiance. Et plus c'est mieux référencé. Mais je ne le pensais pas comme ça à l'époque. Je pensais juste, vas-y, je mets un produit, il y a des gens qui vont visiter, ils vont me l'acheter. Si j'ai des avis, c'est cool. Et du coup, j'avais pas d'avis négatif parce qu'il n'y avait pas de délai de livraison, il n'y avait pas de stock. Je vendais vraiment ce que je mettais. Et tu étais réactif aussi parce que tu me disais tu réponds assez vite, mais du coup là tu le fais pendant les cours ou tu le fais le soir? Non, le soir. En fait, je geekais tout le temps. En gros, le matin, je me levais, j'allumais l'ordi, tu vois, de 7h à 8h ou avant d'aller à l'école. Mais je bossais tout le temps. Le soir, je bossais très tard, tu vois. Et à 14 ans? Ouais, même pas 12-13 ans. Et en gros, j'avais un ordi dans ma chambre. Bon, mes parents étaient fous, tu vois, j'avais même pas de contrôle parental. J'avais l'ordi, j'avais le truc. Et en fait, je bossais, je faisais ma journée de cours et je bossais, on va dire, 3-4 heures en dehors de la journée de cours. Et tu voyais comme un travail, parce que là, tu me dis je bossais, mais est-ce que tu t'aimais beaucoup faire ça quand même? C'était une passion. Ah non, mais c'était pas un travail, je voyais pas comme un travail à l'époque. Maintenant, je te dis je bossais, parce qu'en fait, je bossais. Mais quand je le faisais à l'époque, non, juste à me passionner. Je me disais, mais attends, je fais de l'argent, j'ai des avis, j'envoie des trucs, je vais encore étoffer la boutique et tout. Donc, je vends ces e-books, je monte à des centaines d'avis. Et de mémoire, alors peut-être que je dis une bêtise, mais je pense que ça devait me rapporter entre 100 et 150 euros par mois. Tu vois, et donc c'était des petits montants quand même. C'était des petits montants, mais on parle d'une centaine de commandes par mois, c'est énorme. C'est énorme pour mon âge, un e-shop, eBay. Il faudrait que je retrouve le nom de cette boutique. Et t'as jamais eu de problème de quelqu'un qui avait trouvé ta boutique sur eBay, il avait vu son livre que t'avais chopé sur Emule, enfin il avait pas... Mais en vrai, je vais te dire, même si quelqu'un avait vu quelque chose et m'avait contacté, on s'en fout. Parce qu'à l'époque, encore une fois, vous vivez dans un monde avec... on dirait que je suis vieux quand je dis ça, mais vous vivez dans un monde avec les iPhones, les tablettes et tout. Tout est surveillé, la box elle est surveillée, les États peuvent regarder les trucs et tout. Ça n'existait pas à l'époque. C'est-à-dire que les gens au gouvernement à l'époque, où ils savaient même pas ce que c'était Internet, c'était des débiles. Ils ont 20 ans de retard. Donc les mecs, ils étaient là, ouais, Internet, bon, c'est une nouvelle technologie. Mais en fait, à l'époque, tu faisais ce que tu voulais. Vraiment, tu faisais ce que tu voulais. Et t'avais aucune poursuite légale. Et même un mec qui faisait une dinguerie sur Internet,
S'il se faisait arrêter, c'était le cas d'école, le seul qui se faisait attraper, Ouais. il se prenait du sursis, il avait rien. Ouais. Parce qu'en fait, les gens estimaient qu'Internet c'était un monde virtuel et qu'il n'y avait aucune conséquence en fait à faire du virtuel. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas, tu vois. Mais à l'époque où tu piratais un film, les gens s'en foutaient. Les autorités s'en foutaient. Après, il a commencé à avoir des lois parce que les studios sont pleins, mais Oui, et puis ils se sont rendus compte que ça prenait de l'ampleur, mais c'est vrai qu'ils Eh ont oui. toujours du retard. Après, c'était énorme, ouais. Ok. Et donc là, bon, tu vends tes livres, tu te fais une 150 € par mois environ. ouais, ça c'était fou. Ouais. Et le step d'après, qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah alors attends, du coup, il y a toujours un problème à chaque fois, c'est que le business développe, je fais de l'argent, et à l'époque, 100 ou 150 € par mois, c'est genre, enfin je sais pas si tu réalises, mais à mon âge, c'était gigantesque. Ouais. C'est l'équivalent de 15 000 € par mois aujourd'hui dans ma tête, tu vois. Ouais. J'étais en mode, mais vas-y, je veux m'acheter des bonbons, je peux, je veux m'acheter une console, je peux. J'étais déjà en mode, vas-y, en fait, je peux me faire plaisir, et je gagne une autonomie financière, et surtout, en gros, voilà, j'ai du confort, j'ai de l'aisance financière pour mon âge. eBay, alors il faudra qu'on voit les dates, qu'on vérifie, mais en gros, eBay a interdit la vente de produits immatériels. Alors je ne sais pas si c'était totalement ou à faible montant, parce qu'en fait, il estimait que c'était un moyen de trafiquer les avis, ce qui n'était pas con. Okay. Si tu vends un truc 90 centimes, c'est une merdouille. Tu l'achètes, tu peux te laisser des avis. Il estimait que tu pouvais gonfler artificiellement ton profil d'avis. Okay. Et que ça nuisait à la qualité et à la crédibilité de la confiance et de la plateforme quand tu achètes. Je te donne un exemple. Si je vends 100 e-books à 99 centimes, j'ai fait 100 €, rien du tout. J'ai 100 avis, ce qui était énorme sur la plateforme à l'époque. Et d'un coup, je vends un truc à 10 000 €, tu vois, physique. Et ben les gens, ils vont se fier aux avis, ils vont dire, bah vas-y, on lui fait confiance. Et là, imaginons, je ne l'expédie pas. Et ben la personne, elle va dire, attends, je ne comprends pas. Et donc en fait, de mémoire, franchement, je te jure, ça fait plus de 10 ans, donc même plus que ça. De mémoire, ils avaient interdit il me semble, les biens immatériels, et les biens immatériels, en tout cas de faible valeur, parce qu'ils m'avaient fermé ma boutique. Et ils avaient fermé plein de boutiques en disant, voilà, nous, les e-books, tout ça, c'est pas possible, parce que ça manipule les avis, c'est pas bien, etc. Donc, ils avaient le pif, tu vois, Amazon est arrivé derrière, ils ont raflé des milliards avec les e-books. Bon. Donc, du coup, ma boutique a été fermée, et du coup, j'ai dû arrêter. Et je me souviens plus si j'ai pas relancé un truc derrière sur eBay. En vrai, après, j'ai relancé une boutique d'objets physiques, mais là, c'était vraiment ponctuel et c'était plus des objets que je chopais dans la maison. Tu vois, un vieux téléphone à ma sœur, un vieux téléphone de ma sœur, un livre, un truc, etc. que je vendais. Mais c'était plus du tout comme avant, j'avais plus du tout le même volume et je faisais un petit peu d'argent comme ça et je me raccrochais à ça. Ok. Voilà. Et après, des occasions, quoi. Ouais, voilà, des petites occasions que je chopais, ou ma mère, tu vois, un truc, je disais, un sac dont ça se sert plus, est-ce que je peux le vendre? C'était des trucs à 5 balles, 10 balles. Ouais. Et après, ma période eBay s'est arrêtée là, quoi. Ok. Et j'ai plus jamais remis les pieds sur le Et site. tu avais quoi, 15 ans du coup Je suis arrivé, je devais avoir. Quand j'ai arrêté eBay, je devais avoir 14 ans, je pense. 14 ans et demi. Ok, donc dégoûté, eBay c'est fini. Le site commençait à perdre de sa hype. De mémoire, je crois qu'il y a Le Bon Coin qui arrivait en force. J'étais un peu dégoûté qu'il m'avait dégagé aussi. Est-ce que tu avais perdu aussi tous tes avis? J'avais tout perdu, ouais, ils avaient banni mon compte. Et en fait. En plus, de mémoire, je sais que eBay a commencé à couler. En tout cas, la visibilité d'eBay en France a commencé à couler autour de ces années-là. Et ça a été beaucoup moins utilisé par les gens. Ouais, pour moi, eBay, c'est vraiment genre les premières années de 2000 et après... Là, aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un qui achète sur eBay, qui vend sur eBay. Alors, il y en a certainement. Ça reste une marketplace, mais plutôt des pros. En vrai, personne n'achète sur eBay. Non. Franchement, ça m'est jamais arrivé en 10 ans que quelqu'un vienne me voir. Ouais, j'ai vu sur eBay une dinguerie. Par contre, sur Amazon, sur Le Bon Coin, sur des marketplaces, etc., en fait, et c'est ça qui est fou, c'est que eBay, je pense qu'ils ont fait les mauvais choix. Même si tu disais, ils te ferment ta boutique en ligne de e-book alors que Amazon arrive après et rafle tout. Alors au niveau des années, je ne sais pas exactement quand Amazon est arrivé à l'époque avec les e-books. Mais de toute façon, après chronologiquement, même si c'est des années plus tard. En gros, clairement, si tu veux, moi je vendais des e-books avant Amazon en France, ça c'est sûr. Ou en tout cas, c'était pas du tout développé. Et après, Amazon est arrivé en force avec justement les livres dématérialisés, la Kindle, etc. En disant voilà. Et il faut savoir qu'Amazon, avant d'être un e-commerce de tout, c'était un e-commerce de livres. C'était une bibliothèque en ligne Amazon. Donc effectivement, eBay aurait dû prendre ce tournant-là, mais pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la stratégie business. Bon, ils ont fait n'importe quoi. Là où ils ont été très bons, c'est qu'ils ont racheté PayPal, et après ils les ont splittés les deux sociétés, et PayPal après a explosé. Donc en fait, bon, ils s'y retrouvent financièrement, je pense qu'ils ont beaucoup d'oseille. Après, en usage, en tout cas en France, c'est nul. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai créé... Alors non, j'ai pas créé. En fait, là, j'ai eu une période un peu geek. Alors, je joue pas aux jeux vidéo. Je joue pas aux jeux vidéo.
Mais en l'occurrence, j'avais à l'époque, il y avait World of Warcraft qui avait explosé. Ça pareil, un jeu de guerre. C'est un jeu, c'est MMORPG, c'est-à-dire qu'en gros, tu as un personnage, tu te balades sur une map. C'était les premiers jeux en ligne vraiment bien. Tu peux te battre. Tu pouvais jouer avec un Américain. Et tu avais des serveurs. Et en fait, ce qui était fou, c'est que tu pouvais rejoindre tes copains de classe le soir en ligne. Ça n'existait pas ça à l'époque où c'était pas beaucoup développé. Donc en gros, tu arrivais, tu étais un guerrier, un elfe, nanana. Puis tu te rejoignais, tu pouvais aller sur la place de Hurlevent, je me rappelle, c'était le village. Tu pouvais boire un verre, tu pouvais aller faire des raids, faire des guerres et tout. Tu faisais vraiment ta vie. En fait, c'était les premiers jeux. Alors en vrai, je suis vraiment pas jeu vidéo. Donc peut-être que ça existait avant et que je savais pas et tout. Mais en tout cas, pour moi, World of Warcraft, ça a été le premier jeu vraiment où tu avais une vie virtuelle. Un avatar, maintenant vous avez Snap avec les filtres, les trucs et tout. Mais à l'époque, c'était vraiment, tu avais ton avatar, tu avais une vie virtuelle, comme dans la vraie vie. Tu pouvais te balader avec tes potes, faire des trucs et tout, c'était en ligne. Et ça, c'était fou. C'est quand même un peu Abo, je sais pas si c'était ta génération aussi, oui. mais tu vois, c'était pareil, sans la guerre, mais je comprends en fait, le truc. Abo, c'était M6 qui avait créé ça, de mémoire. Et c'était un jeu en ligne. Et donc, c'était des graphismes très simplistes. Et donc, tu n'avais pas une expérience de jeu fluide. World of Warcraft, c'était un jeu installé sur ton PC avec qui pesait des gigas. Et les graphismes, alors maintenant, si tu revois les images, c'est de la merde. Et moi, à mon époque, c'était fou. C'était fou. C'était comme l'IA aujourd'hui. C'est-à-dire que tu arrivais dans des paysages, tu disais, c'était un jeu, mais qui était magnifique. D'accord. Et donc, je jouais dessus avec des potes. Bon, à l'époque, on jouait sur des serveurs privés. Je ne sais même pas si ça existe encore, parce que les serveurs publics, c'était trop cher. Donc, en fait, il y avait des serveurs pirates qui copiaient en fait, l'interface du jeu et tu payais pas, c'était gratuit. Ok, d'accord. Mais il y a du monde, hein, des dizaines de milliers de personnes dessus. T'avais, à l'époque, de mémoire, tu avais Millennium en serveur privé. Tu en avais un autre, putain, je me rappelle plus. Ça remonte trop loin, tu vois, j'avais 14-15 ans. Mais en gros, c'était l'époque, voilà, tu avais des serveurs privés, tu jouais à World of Warcraft, c'était le jeu le plus en vue. Au bout d'un moment, je joue, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de s'amuser un peu plus sur le logiciel, sachant qu'en plus, je voyais des mecs, tu vois, quand on faisait des combats et tout, ils étaient plus rapides que moi, plus truc. Et j'arrivais pas à expliquer ça, je dis, mais attends, moi je me bats à la loyale et il y a des mecs qui vont courir plus vite, ou ils vont voler plus vite, ou ils vont frapper plus vite. Et en fait, je me dis, c'est pas possible, parce qu'en fait, je trouve rien dans le jeu qui me permet d'avoir la même chose que ces gens-là. Et donc, je cherche sur Internet et je tombe sur un forum de logiciels qui te permettait de tricher sur le jeu. Donc, rajouter des extensions pour courir plus vite, pour avoir plus d'argent. Et le site s'appelait cheatwo, le O c'était un 0.com. Ok, oui, c'est très à l'ancienne les noms. C'était à l'ancienne, ouais. Bon, c'était à l'époque des Skyblogs où tu mettais des chiffres à la place des lettres, etc. Ok, donc tu te dis là, il y a un truc à faire, que ce soit toi pour ton jeu perso, mais aussi pour ton côté un peu... Pas encore. Là, je me connecte sur le forum, je m'inscris et je télécharge plein de logiciels. Et je me dis, bah attends, c'est la folie. Donc du coup, en fait, les serveurs privés, c'était n'importe quoi. Les serveurs publics, ils avaient des moyens de détection assez avancés de triche. Sur les serveurs privés, pas du tout. Donc en fait, c'était tricheland. C'est-à-dire qu'en gros, pour que tu sois au même niveau que les autres, il fallait tricher, tu vois. Donc il fallait avoir des logiciels. Mais en fait, tout le monde trichait. Et donc, tu avais des logiciels pour tu volais alors que le personnage n'a pas le droit de voler, tu te téléportais, tu faisais des trucs, je me rappelle plus, c'était un truc de fou. Et ça, tu le dis à tes potes avec qui tu jouais ou tu viens quand même pour toi pour être le meilleur? Alors, non, alors à l'époque, je jouais avec le voisin de mon père, qui est un peu plus âgé que moi. Et du coup, lui, il était trop content. Je dis, regarde, j'ai trouvé des logiciels et tout. Et lui, il trichait comme un porc, comme moi, tu vois. Et en fait, il y avait des guildes à l'époque, etc. Mais en vrai, tout le monde trichait. T'avais des gens qui assumaient, des gens qui assumaient pas. Mais tout le monde trichait. En vrai, c'était trop drôle, tu vois. Quand j'y repense, c'était un peu la honte de tricher, donc fallait pas trop le dire. Mais quand j'y repense, c'était trop drôle parce qu'en fait, le jeu était what the fuck total. Tu vois. Ça avait même plus de lien avec World of Warcraft, c'était un autre jeu. Et en fait, je m'inscris sur ce forum, je joue et tout. Et j'ai jamais été jeu vidéo. C'est un des seuls jeux auxquels j'ai joué. Mais j'ai jamais été très console, etc. Tu vois, mon frère, mon cousin, ils jouaient énormément. Moi, ça m'intéressait pas trop. En plus, je suis nul, donc je suis pas très bon aux jeux vidéo. Ça joue aussi, je pense. De quoi? Ouais, ça joue. Ouais, tu sais, quand tu perds, t'aimes pas trop et tout. Et du coup, j'ai jamais été trop persévérant là-dessus. Et je voyais ça un peu comme une perte de temps. Et je me disais, en fait, il y a plein d'autres trucs à faire, tu vois, sur Internet que jouer, etc. Donc, j'ai eu ma période un peu geek, mais je l'ai arrêté assez vite. Mais du coup, en fait, sur ce forum, j'ai commencé à répondre à des messages pour poser des questions. En fait, tu vois, j'avais un profil et je disais, ce logiciel, ça marche pas, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, etc. Et en fait, j'ai commencé à rentrer dans une communauté, en fait. De mémoire. Par rapport à Word au logiciel pour tricher sur World of Warcraft. Ouais, mais ça parlait beaucoup de WoW, etc., des actus jeux vidéo. Et en fait, si tu veux, à l'époque, Internet, c'était très sectaire. Donc en fait, tu avais des communautés un peu comme tu vas avoir aujourd'hui sur Twitter,
Et encore que, il n'y a plus ça aujourd'hui. Peut-être un peu Reddit aux États-Unis, où tu as des communautés, mais ça a beaucoup disparu, les forums, etc. À l'époque, en fait, si tu veux, Internet, c'était hyper sectaire, c'est-à-dire que tu avais des forums ou des sites, et les gens, mais ils étaient bénévoles dessus, mais c'était à la mort, quoi. Genre, c'était vraiment des communautés, ils s'entraidaient à fond. Tu avais des sites, des forums de piratage de logiciels, tu avais des forums de développeurs, et chacun, en fait, avait des communautés, c'était des îlots hermétiques. Et les gens, mais par contre, c'était en mode de s'aimer de fou, tu vois, et s'entraider de fou. Donc, c'était les premières relations à distance, en fait, digitales, où tu n'avais jamais vu la personne, et tu devenais pote avec. Je trouve que ça existe moins aujourd'hui, où je suis moins dedans. Peut-être que c'est ça aussi. Ouais, mais je trouve que des communautés fermées comme ça, en tout cas, j'ai pas l'exemple. À des commentaires à l'époque, c'était la norme, tu vois. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui, c'est ça aussi. Voilà, alors exactement, je pense que c'est ça en fait. Après, il y a eu les réseaux sociaux et ça a éclaté tout. Et en fait, les communautés sont été des groupes sur Facebook, des conversations, etc. Donc en fait, il y a toujours, je pense, un peu des sanctuaires comme ça, mais sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et il y a tout le monde qui peut donner son avis sur tout. À l'époque, ça n'existait pas. Une niche particulière, tu vois, typiquement, un influenceur gaming, il va rassembler. C'est ça. Oui, mais à l'époque, si tu veux, quand quelqu'un te donnait une information, que ce soit la télé, même YouTube, je me rappelle même pas s'il y avait les commentaires au début sur YouTube, etc., tu ne pouvais pas toi donner ton avis en tant qu'anonyme. Tu avais une forme d'autorité, te donne une information, tu la reçois, tu en penses ce que tu veux, tu ne peux pas le contredire ou dire quelque chose. Les forums, ça a été les premières versions de la partie sociale où tu peux interagir. Quelqu'un qui crée un contenu a le même poids que quelqu'un qui répond à ce contenu, et les deux peuvent interagir. C'est l'ancêtre des réseaux sociaux en fait, finalement, un peu. Ouais, alors pour moi, l'ancêtre des réseaux sociaux, c'est les skyblogs, c'était plus des journaux intimes numériques que des forums. Mais oui, tu voyais Internet qui se transformait petit à petit vers un système beaucoup plus équilibré en termes d'échanges, de débats, etc. Donc, je m'inscris sur ce forum. Je me dis, mais attends, c'est fou. Moi, j'ai toujours connu Internet où je reçois l'information et je dois fermer ma gueule, en gros. Aujourd'hui, je peux l'ouvrir. Donc, je peux commenter. Et donc, je commence à publier à fond des réponses, des messages, je m'intéresse à tout. Et je commence à me passionner, non plus du jeu, j'ai arrêté complètement de jouer, mais de ce forum. Ok. Et du coup, sur plusieurs sujets différents Principalement, c'était World of Warcraft, des logiciels. Mais en fait, tu avais plein de trucs dans le forum. Tu avais des catégories où c'était la taverne, on discutait on était tous des ados. On discutait de notre vie, de l'actualité, de plein de trucs. Donc, en gros, les sujets étaient très larges. Et en vrai, je sais plus, ce forum n'existe plus, c'est dommage, parce que mon pseudo, c'était Killers, voilà, à l'époque. Et j'avais publié, je pense, genre, tu vois, 500, 600 messages. Enfin, tu vois, j'étais quand même très actif. Donc là, ça devient une obsession. Et tu t'étais fait des potes Ouais, je m'étais fait des potes dans le forum et tout, et c'était un truc de fou. Et en gros, alors c'était que des pseudos, on se voyait, il n'y avait pas les caméras, les trucs et tout à l'époque, les webcams, donc on se voyait même pas, on savait même pas comment on s'en est. Il n'y avait même pas la possibilité de message privé avec... Si. Ah, quand même. Si, tu avais la possibilité de message privé, mais on publiait, etc. En fait, si tu publiais, tu gagnais des messages, tu gagnais des points, tu montais en rang, etc. Donc les gens, en fait, aimaient bien, t'étais incité quand même à vachement taper des trucs. Donc, de commentateur, entre guillemets, de flux d'actualité, je commence à publier moi-même des articles. Ok, des articles sur les astuces, sur le jeu, sur le truc et tout. Donc en gros, j'allais sur des sites américains, des forums américains ou peu importe, choper un peu des actus qu'il n'y avait pas sur le forum ou des nouveaux logiciels. Et moi, forcément, tu vois, je le traduisais, il y avait Google Translate à l'époque. Je remodelais les trucs, je faisais un beau post et je commençais à publier. Et en publiant, du coup, je gagnais souvent en galons sur le forum. Au point où il y avait un système de, je ne sais plus comment on appelait ça, un rang d'honneur, un truc comme ça, un peu membre VIP. En fait, quand tu publiais beaucoup, tu arrivais dans un canal et tu disais, bah voilà, je suis hyper actif sur le forum. Est-ce que c'est possible du coup de passer en VIP, tu sais, t'avais un petit écusson, un truc, et c'était bien vu dans le forum. Ok, dans la comme un peu quand t'es vérifié maintenant sur Insta. C'est ça, c'est ça. Mais quand même, là je t'entends parler, le référencement finalement, c'est vraiment la base d'Internet, parce que c'est la même chose là, plus tu publies sur un endroit, plus t'es référencé, et ça existe toujours, quoi. Exactement. De toute façon, du moment où Internet est né, il y a eu Yahoo au début, puis ensuite Google très rapidement qui a dépassé Yahoo, parce que Yahoo c'était des barrels. Ils ont indexé Internet, parce que de toute façon la quantité d'informations était ingérable à l'échelle humaine. Ils ont indexé Internet. Et à partir du moment pour indexer du contenu, c'est du contenu. Donc le contenu a toujours été roi, mais toujours aujourd'hui. Et ça a toujours été, on lit des mots-clés, etc. Et on essaye de ranger ces phrases, ces bouts de contenu dans des poches pour les ressortir plus rapidement. Donc en fait, Google, c'est une librairie géante où tous les livres sont lus et avec certains mots-clés, on les indexe. Mais ce qui est marché en 1997, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Sauf que les gens te disent le référencement naturel, c'est complexifié, les algorithmes et tout. En fait,
la base, c'est toujours le contenu. Est-ce que c'est un contenu qui plaît et qui est quali aux gens? Oui, Et si c'est c'est le sûr. cas, il ressort. Et ça peu- changera jamais. Ouais, c'est peut-être un peu plus dur aujourd'hui parce que y a plus de monde, mais finalement. En fait, ça s'est complexifié, mais en revenant à l'essentiel, c'est exactement la même chose qu'il y a 20 ans. Ok. Voilà. C'est fou. Tout ce qu'on te dit autour, c'est du bruit. Voilà. Ok. Mais ça, bon, les gens ont beaucoup de mal à le comprendre, même les professionnels du secteur. Mais les professionnels du secteur, ils te disent oui, mais il y a ça, il y a le GEO, nanana. Le contenu reste roi, le contenu est consommé par les gens, et tant que le contenu est de qualité, il ressortira dans le référencement parce que les gens le consomment. C'est la même chose pour les vidéos sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui est quali, plaît aux gens, elle ressortira. Et il n'y a pas question d'optimiser, nanana. C'est à partir du moment où le contenu est quali, il ressort, il pète. Et bon, c'est pareil pour les contenus. Et du coup, j'en reviens à ce forum. Donc tu deviens VIP. Je deviens VIP, donc j'arrive, donc ils votent et tout. Enfin, c'est un truc de fou, ils votaient. Il y avait des votes pour créer un Ouais, en fait, tous les membres VIP de l'époque votaient pour les prochains VIP. Et donc, tu avais un peu les rageux qui disaient ouais, non, on est trop nombreux, on est trop de VIP, nanana. Et il y en a qui disaient ouais, mais regarde, il a publié plein de contenus d'hyperactifs. Mais là, franchement, je devais passer, je pense, 4-5 heures par jour sur le forum. Et tu vois, encore le soir. quand tu te réveilles et le soir quand Ouais, tu ouais, en vrai, j'étais hyper actif dessus. Encore une fois, il n'y a aucun objectif à ça, c'est juste que quand je me passionne pour quelque chose, je deviens obsessionnel, obsédé. Et en fait, je pousse le truc à fond. Okay. Et donc là, je suis passionné par cette communauté, je suis passionné par le forum, je suis passionné par le fonctionnement et je pousse le truc à fond. Okay. Et donc là, je me dis, maintenant que je suis en VIP, je vais essayer de devenir. En fait, tu avais 3 niveaux. Tu avais en gros VIP, ça s'appelait pas comme ça, modérateur et administrateur. Okay. Modérateur, c'est tu commences à avoir le droit de bannir les autres utilisateurs, tu as un droit de corriger les posts, tu as un droit d'édition sur le forum, donc t'es le king en fait, tu vois. Ok. T'es vraiment dans la communauté. Je suis modératrice. Sur ton profil, j'ai le droit de modifier ton article parce que tu avais une phrase qui ne me plaît pas. Okay. En fait, tu as la main sur tout et tu peux éditer le site. Ok. Donc, modérateur à l'époque sur les forums. En vrai, je sais même pas. Ça devait être n'importe quoi si tu veux éditer le site. Non, parce que ça, en fait, les modérateurs, tu en avais genre 3-4 sur le site et ils étaient vraiment sélectionnés, triés sur le volet. C'était des gens très sérieux. Et donc, si tu veux, on avait peur d'eux, on les admirait. C'était un peu les mecs, ils pouvaient être ban. Ils géraient ton contenu, c'était des ados, hein, c'était des gens qui avaient même chose. C'est la question que j'allais te poser parce que ça fait très. Tu as peur d'eux, on dirait que c'était des gens de 30 ans qui géraient une communauté. Non, mais on avait tous entre 13 et 20 ans. Okay. Tu vois. Et donc, tu avais des modérateurs, donc on appelait des modos à l'époque, qui géraient le contenu, en fait, pour pas que ça parte en live, tu vois. Donc, en fait, ils géraient la propreté du site. Et les gens le faisaient bénévolement. Et moi, je dis, vas-y, je vais postuler à ça pour devenir modérateur, puisque je veux toujours aller plus loin, tu vois, monter en niveau. Ouais. Et du coup, en gros, je postule et là, ils me refusent. Okay. Alors là, ça peut prêter à sourire, ça vous fait rire, mais moi, à l'époque, je l'avais hyper mal vécu. J'avais 14 ans et demi, 15 ans. Je m'étais donné des mois. Tu es hyper engagé sur le forum. Je suis hyper engagé, je donne ma vie dessus. J'avais gravi les échelons assez rapidement. Pour moi, c'était un peu le Graal. Administrateur, après, c'était vraiment les propriétaires du site, tu vois. Donc, il n'y en avait que 2 ou 1, je sais plus. Et en gros, c'est qui avaient créé le site ou c'était... Ouais. C'est des mecs qui ont créé le site, qui avaient accès au serveur, etc. Donc, c'est presque inatteignable comme statut. Par contre, modérateur, c'était atteignable, tu vois. Et donc, je le prends, mais trop mal. Mais je te jure, je l'avais trop mal vécu. Maintenant, quand j'y repense, je me dis, c'est ridicule de dire ça aujourd'hui. Mais à mon âge, à l'époque, c'était vraiment une blessure en me disant, c'est un échec, tu vois. Ouais. Et je me dis, j'ai investi du temps, c'est pas vu à sa juste valeur, c'est une trahison, en fait. Okay. Du coup, j'arrête le forum, tu vois. Ok. Et du coup, à l'époque, je crée un forum. Parce que oui, il y avait ce forum-là que tu utilisais. Bon, ils ont trahi. C'était vraiment une grosse blessure. Ouais. Mais il y en avait plein d'autres. Enfin, toi, tu t'es focus sur celui-ci. Il y en avait d'autres, mais c'était le plus gros. À l'époque, il y avait genre 20 000 membres. D'accord. Pour l'époque, c'était exceptionnel. Hein. 20 000 membres, on était une centaine de connectés le soir dessus. Okay. C'est pas Internet d'aujourd'hui où quelqu'un qui fait 1000 vues, on dit ouais, c'est de la merde. À l'époque, faire 1000 vues, c'était énorme. Donc là, avoir 100 connectés simultanément sur un site le soir, quand j'avais donc à plus de 15 ans, c'était exceptionnel déjà. Et il y avait 20 000 inscrits. Et c'était le numéro 1 en France. Mais les gens qui ont créé du coup ce forum-là, ils gagnaient pas d'argent. Mais ils gagnaient un tout petit peu. C'est des ados, ils avaient mon âge. Ouais. Et en fait, les mecs, ils gagnaient, ils gagnaient un peu d'argent parce que tu avais un peu des pubs sur le site, mais tu gagnais 3 francs 6 sous. C'était de Gueulette, quoi. C'était pas encore. Pas encore. Et en gros, si tu veux, c'était des pubs, mais je sais pas combien ils gagnaient, mais que dalle. Voilà. Okay. Pas grand-chose. Donc en gros, moi, je vais sur un système qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Forum Actif. Okay. Forum Actif, c'était dans les premiers systèmes où en gros tu mets un nom de site, ça te crée ton site tout automatiquement avec un template, etc. Et là, c'était des forums. D'accord. Donc je vais dessus, c'est gratuit. Alors beaucoup de choses étaient gratuites à l'époque sur Internet, c'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Maintenant, c'est que du freemium. Et avant, tout était gratuit. Tout.
Les gens gagnaient beaucoup d'argent sur la pub, en fait. C'est pour ça que tu as eu beaucoup d'abus après. C'est pour ça que maintenant, on a des adblocks, etc. Et que voilà, c'est parce qu'en fait, vu que le seul moyen de gagner de l'argent sur Internet, c'était la pub, les sites, c'était des panneaux publicitaires. Ouais. Et en fait, ils te rémunéraient rien en plus. Donc, il fallait un trafic monstrueux, beaucoup de pubs dérangeantes, des pop-up et tout, et tu gagnais que dalle. Donc, en fait, je vais sur Forum Actif et je crée un forum que j'appelle à l'époque, je ne me rappelle plus. Il avait un nom avant, peu importe. Et en gros, c'était un forum actif, j'avais fait un design et j'avais copié le forum qui m'avait un peu dégagé, tu vois, qui m'avait refusé en tant que modo. À 100% ou quand même on a vu un peu... Non, en fait, au début, au lieu de me dire, vas-y, je vais faire que du World of Warcraft, lui, il a 20 000 membres avec World of Warcraft, je me dis, en fait, je vais faire tous les jeux vidéo. Ok. Je vais parler de tous les jeux vidéo, toutes les astuces sur les jeux vidéo, tous les logiciels pour aller sur les jeux vidéo, etc. Et du coup, mais j'ajoute, je sais pas, à l'époque, je me rappelle plus, j'ajoute 60-70 jeux sur le forum, et en disant, si lui, ça marche pour un jeu, moi, je vais faire x70. Et comme ça, en gros, ils verront bien que moi, je vais faire un truc encore mieux. Et alors là, je me suis mis, donc là, je dois avoir 15 ans et demi. Donc tu crées plusieurs espaces en fait dans le forum. Dans le forum, tu avais des espèces de catégories. Tu peux rejoindre si tu joues à tel ou tel jeu, quoi. En fait, quand tu t'inscris, tu as accès à tout. Mais par contre, tu as des sous-communautés dans le forum et c'est des catégories. Et donc, tu avais Counter-Strike, World of Warcraft, tu avais Dofus, tu avais. Je sais pas si c'est après. Je me rappelle plus, franchement. Alors, la petite anecdote, c'est que je n'avais jamais joué ni vu ces jeux-là de ma vie. Gamer, ouais. Ah non, j'avais jamais joué à ces jeux. Moi, je voulais juste créer une communauté parce qu'on m'avait rejeté de cette communauté-là. Donc du coup, je fais le forum, je mets des catégories, je vais sur tous les sites, donc y compris ce site-là, mais d'autres que je trouve à l'étranger, en France, etc. Et là, je copie, mais tout. C'est-à-dire que je copie tous les posts, les logiciels, les trucs, mais il n'y avait pas d'automatisation à l'époque, donc je passais des journées entières à remplir. Ça, je suis quasi sûr qu'on peut le retrouver sur Web Archive, les archives de ce forum. Okay. Je suis quasi certain qu'on peut retrouver le design que ça avait, etc., les catégories. Mais putain, il faudrait que je me rappelle le nom, je te donnerai le nom après. Et en gros, tu avais des catégories, et donc je copie, mais je te dis, je faisais 50 ou 60 sujets par catégorie, mais ça me prenait, c'était un temps fou. Ça me prenait. Sur 60 jeux, donc imagine le bordel. Donc j'ai mis des semaines et des semaines à alimenter le contenu, parce qu'en fait, je partais du principe que s'il y a du contenu quali, on revient au référencement, les gens vont venir. Et ça, tu le faisais un peu en sous-marin, tu avais dit à personne pour l'instant. Non, j'avais dit à personne. Voilà, tu attendais que tout soit prêt et j'attendais que ça soit prêt. Le forum était public, mais il n'y avait personne qui allait dessus. Ouais. Et en fait, au final, je termine, j'avais des choses encore à régler, j'avais fait un espace VIP, un peu comme. J'avais quand même copié beaucoup le système du gars. Parce qu'en fait, je pars du principe que quand quelque chose fonctionne, il ne faut pas réinventer la roue. Tout le monde se copie. Et l'intelligence, c'est de se copier, en fait. Voilà. Après, tu peux avoir de l'ego, tu peux dire ce que tu veux. Dans le business, il faut copier. C'est le seul moyen de réussir rapidement et surtout d'éviter plein de problèmes que les autres ont déjà rencontrés avant de réussir. Donc là, je me dis, il a un système qui fonctionne, il a 20 000 membres, il a un système de VIP, de trucs et tout, donc je copie ça. Mais sur tous les jeux vidéo. Je vais sur... et je me dis, mais comment je vais ramener du trafic sur ce site ? Parce que là, c'est le début du SEO, mais le SEO, ça existait plus ou moins. On est en quoi ? On doit être en 2000. Je te dis, c'était à un peu moins de 20 ans. Donc, il y avait déjà des gens qui savaient faire du SEO, mais moi, j'étais ado. Je ne sais même pas ce que c'était le SEO, déjà. Je ne connaissais même pas le terme. Mais je réfléchis déjà à comment améliorer les référencements. J'étais toujours, tu vois, eBay, j'avais fait du référencement pour envoyer du trafic. Et là, je me dis, comment je vais faire ? Et je me dis, en fait, je vais inscrire le site sur des annuaires gratuits. Et à l'époque, tu avais plein d'annuaires. J'ai plein d'annuaires. Ça a disparu aujourd'hui. Donc annuaire, par exemple, je veux ton contact, je tape, pas les annuaires téléphoniques. Ouais. C'était des annuaires genre, je sais même pas si c'est un équivalent aujourd'hui. C'est un portail, un peu comme Google. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Les gens, en plus d'aller sur Google, parce que c'était les résultats Google, Yahoo et tout, c'était merdique. Okay. Ah, pour trouver des sites alors. Mais tu tapais un truc. À l'époque, les gens peut-être se rappellent de ça. Tu tapais une requête sur Google avant, tu n'avais pas du tout les 3 premiers où c'était bon. Hein. Tu remontais 5-6 pages avant de trouver la réponse. C'était n'importe quoi. L'algorithme s'est amélioré petit à petit, mais avant, c'était très courant d'aller en 2e, 3e page, 4e page et tout. Parce qu'en fait, déjà, tu pouvais manipuler l'algo trop facilement. Google, il galérait parce que c'était les débuts des algorithmes, des trucs. Ouais. À l'époque, un serveur, il te prenait un hangar pour avoir la puissance de ton téléphone. Hein. Donc en fait, les mecs, ils essayaient tant bien que mal de coder un truc, mais c'était merdique. Google, à l'époque, c'était pourri. C'était pourri, c'était le mieux, donc on s'en accommodait. Mais en gros, une recherche internet, maintenant, tu mets 1 seconde, tu demandes même à ChatGPT. Avant, tu mettais 2-3 minutes avant de trouver ton site, et des fois, c'était pas bon, tu vois. Ok. Donc, ils avaient créé des annuaires pour... Et en fait, les annuaires, du coup, disaient, vu que Google nous donne pas forcément toujours des bonnes réponses, nous, on va faire un truc plus à l'ancienne, des catégories animaux, amis, nanana, et on va classer des sites, et on va essayer de classer les sites les plus pertinents. Et plutôt que les gens tapent des mots-clés, ils se baladent dans des ramifications de catégories pour trouver des sites. Par exemple, je veux un site pour acheter des
trucs pour les animaux. Je vais dans animaux. Ah, c'est quoi les sites? Ah, e-commerce. Ah, ok, c'est les e-commerce. C'est quoi? Et puis, ils te mettaient des avis, des trucs, etc. Ok. Donc, en gros, moi, je vais dans ces annuaires qui, quand même, drainaient beaucoup de trafic. C'est fou qu'ils disent ça. Enfin, je te jure par rapport à ma génération. Mais... Ah ouais, non, mais c'était à l'ancienne. Hein. C'était à l'ancienne. Et donc, du coup, moi, je vais sur ces annuaires. Encore une fois, tout était gratuit. Tu pouvais inscrire ton site gratuitement, ce qui est impossible aujourd'hui. Et ils avaient du trafic, hein, ces annuaires-là. Et j'inscris mon site. Et je dis, je présente mon site, donc je rédige un petit truc, je mets une photo, tout ça. Je dis, voilà, sur mon site, vous allez trouver ça, 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 etc. Et je l'inscris, mais sur des centaines d'annuaires. Ouais, parce qu'il y en avait pas mal. Mais franchement, je passais mes journées à l'inscrire sur les annuaires. Et qu'en France ou quand même Qu'en France. Okay. Et je me rappelle, j'avais même publié sur des forums, putain, je suis sûr qu'on peut encore le retrouver, sur commenttsamarche.net, parce qu'à l'époque, c'était The Forum, commenttsamarche.net, il y en avait 2-3 comme ça, des très gros forums. Et à l'époque, les modos, c'était à l'arrache, les liens, c'était en dofollow, c'est-à-dire en gros, ils te donnaient du jus SEO, maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc en fait, j'étais en mode, je publiais sur les sites, je spammais des gros forums en disant, voilà, j'ai créé mon site, dites-moi si ça vous intéresse. Et sur les annuaires. Et en gros, là, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé à m'envoyer du trafic. Je vois une personne, 2 personnes, 3 personnes, et les gens commencent à naviguer sur le site. Okay. Ils avaient accès à tout, ils pouvaient tout lire sans s'inscrire, sauf télécharger les logiciels. Quand tu voulais télécharger, tu cliquais, tu avais un petit pop-up, un message. Vous devez vous inscrire. Et tout était gratuit. Tout était gratuit. Ça, c'est le début. Encore une fois, je ne le fais pas par passion, pas pour l'argent. Donc, je m'en fous. Je travaille des journées entières comme un fou. Mon seul but, c'est d'avoir ma communauté, puisque l'autre m'a rejeté. Et à côté de ça, tu avais quand même les cours. Enfin, tu étais au lycée, tu n'étais plus du tout dedans. Bah, je te dis, j'ai jamais redoublé. Ouais. Je suivais mes trucs, mais je faisais mes devoirs, je les faisais à l'arrache, je révisais rien. Clairement, 100% de mon énergie, c'était sur ça, quoi. C'était ma passion. Et je sentais en fait que je pouvais aller très loin. Ok. Donc là, j'ai fait mon propre forum, mais ce propre forum peut se faire strike par la boîte. Bon, voilà. Et je sais que ça va arriver. Donc je me dis, hors de question de perdre tout ce travail, cette communauté. En plus, je commençais à me faire des potes en ligne. Okay. C'était une communauté, j'avais des modérateurs, des trucs. Alors j'étais beaucoup plus petit que le forum où je venais, mais j'avais créé une dynamique. Et en vrai, les gens, ils se reconnectaient, ils revenaient le soir. Enfin, en vrai, c'était trop cool, tu vois. Et j'avais créé mon univers. Donc là, je me renseigne sur comment le premier forum initial sur lequel j'étais fonctionne. Et en fait, il fonctionnait sur un moteur qui s'appelle Vbulletin. Je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui. Ouais, et Vbulletin, c'était un CMS. Un CMS, c'est comme WordPress, ce genre de choses. Ouais. C'est en gros, c'est un socle en fait de code où tu as déjà un back-office, un front-office, où tu peux… En gros, c'est comment créer un site avec un code qui est bien propre, fait par des pros, où tu n'as pas tout à réinventer. Tu n'as pas tout à redémarrer de zéro, tu pars avec une base. C'est ça un CMS. Et ton site t'appartient si tu le… Et ton site t'appartient. Voilà. C'est, le code, il est open source et le site t'appartient. Et en gros, du coup, WordPress à l'époque, je ne sais même pas si ça existait, mais il y avait Vbulletin. Vbulletin, c'était pour les forums. Et vu qu'il y avait beaucoup de forums en ligne, Vbulletin, c'était vachement utilisé, tu vois. Ouais. C'était un peu le WordPress de l'époque. Okay. Je télécharge Vbulletin, c'était gratuit, comme tout. Ah non, je crois que c'était pas gratuit. Je crois qu'il fallait faire une version pirate, je sais plus. Ça te posait pas de problème. Non, voilà. Non, bah, je te dis à l'époque. Donc, j'installe Vbulletin sur un serveur. À l'époque, c'était un serveur mutualisé. Donc, en fait, si tu veux, sur Internet, tu as différents types de serveurs. Tu as le mutualisé, c'est un gros serveur, tu as des milliers de personnes dessus. Ouais. Le VPS, c'est un serveur virtuel plus gros, plus conséquent en termes de ressources, okay. Mais toujours sur un serveur partagé. Et après, tu as le serveur dédié, ce que tu as sur OVH, etc. aujourd'hui, où tu as vraiment un serveur, donc un ordinateur qui est à toi, que tu loues, okay. Et tu es exclusif sur le dessus. Et plus tu montes en exclusivité et en ressources, plus c'est cher. Ouais, ok. Bon, moi à l'époque, je prends un mutualisé, ça coûtait genre 2 € par mois, tu vois. Ok, mais oui, il y avait quand même cette notion d'argent aussi là. Enfin, c'était quand même un peu payant, genre. Bah là je devais commencer à mettre de l'argent. Tout était gratuit jusqu'à présent, j'avais tout fait gratuitement, j'ai que passé du temps, mais là je devais mettre de l'argent. Donc je paye un serveur, j'installe Vbulletin. Donc là pour moi à l'époque c'est révolutionnaire pour moi parce que je dois apprendre le fonctionnement d'un serveur FTP, d'une base de données, de l'installation d'un CMS. Forum FTP, moi je ne sais pas ce que c'est. Ouais, FTP c'est en gros là où sont stockés tes fichiers du site internet. Okay. En fait si tu veux un serveur c'est un ordi. Tu prends ton ordi Windows ou ton Mac, c'est un serveur. Tu le connectes à internet, tu peux émettre un site internet. La partie Finder sur Mac, là où tu vois tes fichiers, oui. Ça c'est un FTP. Okay. Donc c'est là où tu ranges en fait tes fichiers de ton site. Donc c'est là où en fait tout le fonctionnement, c'est là où fonctionne le code du site internet. Ouais. La base de données, c'est là où tu stockes les données utilisateurs du site, etc. Okay. Donc en fait tu as un endroit qui est à peu près statique où c'est le code qui s'exécute et un endroit qui est plutôt dynamique où tu vas avoir l'information, par exemple ta date de naissance quand tu crées un compte, ton prénom, ton nom, c'est dans une base de données. Okay. Aujourd'hui encore ça fonctionne comme ça, ça n'a pas bougé. Donc en fait, moi, je dois comprendre comment fonctionne un FTP, donc le fameux endroit où il y a mes fichiers, comment fonctionne une base de données, où les données dynamiques sont
stockés et changent régulièrement. Et on est d'accord qu'à cette époque, le RGPD, ça n'existe pas. Enfin, Ah non, voilà. non. Il y avait, je crois que la CNIL devait déjà demander à faire des trucs là-dessus. Ouais. Tout le monde s'en tapait complètement. Mais tout le monde s'en tapait, pas que moi, hein, même les gros sites et tout, on s'en foutait complètement. Il y avait pas, en fait, c'était comme je te dis, c'était encore l'époque, c'était le Far West. L'inconvénient, c'est que du coup, il y avait des dérives. Quand tu fais n'importe quoi, il y a des dérives. Ouais. Mais l'avantage, par contre, c'est que c'est la liberté totale. C'est comme le monde qu'ont connu peut-être nos grands-parents, tu sais, où il n'y avait pas de contrôle d'alcoolémie, pas de ceinture, tu roulais à 200 sur l'autoroute. Bah, nous, on a connu ça enfant sur Internet. Voilà. Et quand, tu vois, quand j'aurais des enfants ou mes petits-enfants, etc., je leur expliquais que sur Internet, tu respectais rien, tu faisais ce que vous voulez, ils me verront comme un fou. Ah, mais surtout avec toutes les évolutions qu'il va avoir, ça va être voilà. Fou, tu vois ce que je veux dire, avec maintenant, tu as TikTok, tu as la censure, tu as plein de trucs, tu as le RGPD, tu as plein de sujets. Donc en gros à l'époque vraiment tu étais là juste avec des idées et tu pouvais te lancer quoi. Donc je lance le forum Webulletin. Cette fois-ci je suis sur un serveur à mutualiser mais à moi quand même, un système qui est à moi. C'est beaucoup plus difficile pour me faire fermer le site que sur ce forum actif où comme ça ils peuvent fermer. J'explique aux gens de ce forum qu'on va migrer dessus, mais encore une fois il n'y a pas d'automatisation. Donc je dis bon là les gars il va falloir se retrousser les manches pardon. On va être des centaines à se coordonner et on va copier-coller chacun dans sa chambre et tout, on va copier-coller les... Parce que du coup, tu avais créé aussi le même système avec les VIP, les modérateurs... Oui. J'avais répliqué le système d'avant, sauf que c'était mon propre système, donc c'était plus sécurisé par rapport à un risque de strike. Sauf que le contenu, aujourd'hui, je te dis ça, avec ChatGPT, tu peux lui dire « fais-moi un robot qui me copie les articles et en 2 minutes, je te copie ». Mais à l'époque, ça n'existait pas ça. Et en plus, donc il n'y avait pas de moyen d'automatiser, de scraper le contenu. Il y aurait des moyens, mais très complexes, peut-être qu'il aurait détecté. Donc je ne pouvais pas scraper en masse le contenu. Et tout le temps que tu avais mis et le mettre. J'avais tout fait à la main. Ouais. Et j'ai dit, on va tout refaire à la main sur le nouveau forum. Ok. Donc là, on commence à copier-coller tous les articles. Les gens recréent leur compte. Pour te dire, le truc de fou, la communauté était hyper engagée. Et ils m'ont suivi sur le nouveau système. Et en fait, ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que, j'avais beaucoup moins de risques de me faire fermer le site. Et 2, j'avais un système qui, aux yeux de Google, en termes de référencement, était beaucoup plus crédible qu'un forum actif. En fait, Google rank un site comme Wix, par exemple, il sait que c'est Wix, que tu peux faire un site facilement, donc le score de crédibilité est très faible. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas ranker un site Wix, mais tu le rankes plus difficilement. Quand il part du principe que tu as un site sur un serveur avec un système, etc., avec un nom de domaine, parce qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas de nom de domaine, avec un nom de domaine qui s'appelait, le forum s'appelait cheat-game3, le chiffre.com, c'était l'époque, voilà. Là, à partir de ce moment-là, Google te prend beaucoup plus au sérieux en termes de référencement, en termes de crédibilité. Mais ça, je ne savais pas. Je ne savais même pas ce que c'était le SEO. Le fait qu'on ait un forum avec énormément de contenu qu'on avait copié, plus une communauté active tout de suite, plus un site qui paraît beaucoup plus crédible aux yeux de Google, mais en fait, ça a fait une explosion. C'est-à-dire qu'en gros, on est passé de 5 000 membres à 10 000 membres, 10 000 membres à 20 000, 20 000 à 50 000, 50 000 à 100 000, 100 000 à 300 000, 300 000 à 400 000, 400 000 à 500 000, 500 000 à 600 000 membres. Et le laps de temps, c'était combien de temps ? 2 ans. 2 ans et demi. C'est un truc de fou quand même. Il faut savoir qu'en gros, le site était classé par, je ne sais plus le nom, Amazon, là, les ranks qu'ils font là. C'est pas Alexa. Amazon fait un système à l'époque, plus ils font toujours, où ils rankent les sites les plus visités dans le monde. Il faut savoir que le forum était un des sites les plus visités en France. Donc en gros, si tu veux, le trafic était gigantesque. On avait 40-50 000 personnes qui se connectaient par jour dessus. Et ils sont tapés de toute façon forum jeux vidéo, on tombait sur toi. Ouais, et puis, même si le nom d'un jeu vidéo... C'est ça, en fait dès que tu cherchais un jeu vidéo, mon forum il ressortait. Et le monde attire du contenu, le contenu attirait du monde, et donc c'est devenu une boule de neige, mais c'était monstrueux. Surtout que chacun pouvait ajouter son contenu aussi, donc c'était un truc... Ah ouais, c'était et puis les gens commentaient, etc. Je crois, mais attends, le site est toujours en ligne. Là aujourd'hui, si tu le tapes en ligne, Cheat Game 3, il existe toujours, le site, il est plus à moi, maintenant ça a évolué. Mais je pense que peut-être tu peux retrouver les stats encore de nos membres. On est à plus d'1 500 000 messages postés, tu vois. Et en vrai, les 90%, c'était à l'époque quand je le gérais. Je me retrouve avec un succès de fou. Donc j'ai littéralement dépassé l'ancien forum. Et en termes de temps, ça te prend beaucoup plus de temps? Ça me prend 6 heures par jour. 6 heures par jour. Donc je fais le matin, un petit peu entre midi et 2. Le soir, je me couchais très tard. Et en fait, le truc de fou, c'est que... Bon, déjà, par contre, ça me demandait des frais. Donc j'ai dû monétiser le truc. Des frais, tu avais déjà les 2 € pour... Et puis en plus, en fait, si tu veux, plus le monde arrivait sur le forum, plus il faut des ressources importantes parce qu'il y a des connexions, il y a des chargements de pages, etc. Ça bug, mais le problème, c'est que moi, je connaissais rien au cache, aux optimisations serveurs, etc. Ce que j'ai découvert après. Donc le site, il chargeait toujours
très lourd pour tout le monde et tout. Donc en fait, il y avait tellement de monde qui crachait le site. Ok. Donc à 18h, il tombe en panne, tellement il y avait de monde. Et c'est un truc de fou, comme un gros lancement d'une marque, tout le monde veut acheter le produit. En vrai, de mémoire, les plus gros pics de connexion, j'avais 600-700 personnes connectées simultanément sur le site en même temps. Aujourd'hui, tu fais un live de 600 personnes, tu vas dire ouais, bon, ok, la personne est un peu connue. À l'époque, c'était exceptionnel. Ouais. Mais quand je te dis, pour qu'ils se rendent dans les sites les plus visités en France, tu vois, je sais plus combien il était, c'est que c'était hors norme. Du coup, je commence à payer des serveurs dédiés, comme je t'expliquais, donc un serveur complet avec toutes les ressources, etc. Et là, ça commence à coûter 50, 60, 70 € par mois, etc. Donc ça coûtait cher. J'ai commencé à installer des pubs sur le site. Okay. Et la régie a disparu. Et là, ça se passait comment, du coup, pour mettre en place des pubs sur ton site? Alors là, je me souviens plus du nom de la régie. Elle a disparu. C'était pas Taboula, c'était. Il faudrait que je te retrouve le nom de la régie, mais c'était une régie en fait qui faisait que de la pub vidéo. Okay. Donc en fait, c'était des encarts avec des vidéos. Et tu avais par exemple Oasis, Coca, nanana. Mais comme on a maintenant sur les sites. Ouais, mais à l'époque, c'était pas courant d'avoir des vidéos. Ok. C'était pas hyper courant à cette époque-là, ou en tout cas, moi je le voyais pas trop. De mémoire, c'était pas très courant, donc eux, c'était un peu révolutionnaire. Ils prenaient des pubs de marque. Et ensuite, ils reversaient une partie du budget de pub de la marque en fonction du nombre de vues que tu avais quand tu diffuses la pub. Moi, j'ai un site énorme qui génère beaucoup de trafic. Je vais faire évidemment des milliers, des centaines de milliers de vues sur ces pubs. Donc, j'installe, c'était un encart JS, donc JavaScript. C'était un petit bout de code que tu as installé. Et donc, en fait, tu avais le sujet de discussion, le premier post de la personne et les réponses en dessous. Et entre les deux, tu avais 3 encarts avec des vidéos. Ouais, okay. Je me souviens bien quand même, parce que c'était il y a longtemps. C'était il y a presque 20 ans, ça. La régie, il faudra que je te retrouve le nom, elle payait bien. Et en fait, de diffuser ces pubs, et donc je fais des... Alors eux, c'était gagnant. En plus, c'était sur chaque page. Donc chaque page. Chaque page, des milliers, des centaines de milliers. Il y avait des millions de messages. Ouais. Des millions de messages. Donc je diffuse les pubs. Les gens, ça les dérangeait pas en soi, ça niquait pas l'interface. Mais, et en plus, et ça payait bien. Je me rappelle que là, j'avais 16 ans et demi, je gagnais... franchement, de mémoire, je devais gagner entre 600 et 1000 € par mois à peu près. C'est énorme à cet âge-là. Tu vois, entre 600 et 1000 € par mois. Okay. Ils me payaient par trimestre à l'époque, je me rappelle. Donc en plus, j'avais le gros chèque qui tombait. Donc avec ça, je payais le serveur. Ouais. Je payais, il y avait des petits frais quand même parce que le site devenait gros. Mais en vrai, j'avais 0 charge et c'était dans ma poche. Et j'avais une équipe de modérateurs. Il y avait une dizaine de modérateurs qui travaillaient bénévolement pour le site. J'avais des admins, etc. Et moi, je gérais le design du site, les décisions stratégiques. En fait, je gérais déjà une boîte d'une dizaine de personnes quand j'avais 16 ans, tu vois. Et elle générait, je te dis, 500, 600, 700 € par mois de chiffre d'affaires. En y repensant, en vrai, je me dis, ouais, je gagne de fou. En y repensant, j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent. Parce qu'en fait, je savais pas avec le recul, un site qui génère 50 000 visites par jour, à l'époque, ce qui est l'équivalent peut-être de 500 000 aujourd'hui, mais t'imagines en monétisant, j'aurais pu vendre des jeux vidéo, j'aurais pu faire des partenariats. Tu avais déjà vendu des choses sur Internet, mais là, vu que c'est l'espace forum, tu t'es pas dit, je vais vendre les jeux. Le faisais pas, encore une fois, je le faisais par passion. Ouais. Mais vraiment, sincèrement, je le faisais par passion. L'argent est toujours venu après. J'ai toujours fait par passion. Et quand ça a pris, j'ai dit comment gagner de l'argent avec cette passion. Mais jamais, je me suis dit, comment gagner de l'argent et pour me passionner sur un sujet. Jamais, c'est jamais arrivé. Okay. Et même le métier que je fais aujourd'hui. Donc du coup, je lance ces pubs, je gagne de l'argent, le forum fonctionne hyper bien. Là, j'ai mon serveur, j'ai mes trucs, donc c'est quasi impossible de me le faire fermer, même si évidemment, c'était pas autorisé de parler des jeux vidéo, de réutiliser leurs trucs et tout. Parce qu'on faisait des mods sur les jeux, on trafiquait le code du jeu, enfin c'était complètement interdit, tu vois. Les grosses marques s'en foutaient complètement. Ouais. Ils s'en foutaient complètement. Alors j'ai eu des plaintes, j'ai eu Dofus. C'était Ankama, la société éditrice, je pense que Dofus existe toujours, qui me contactait en mode vous n'avez pas le droit, supprimer ces contenus sur nous, etc. Globalement, j'en avais rien à foutre. Ouais, voilà. Tu répondais même pas. J'en avais rien à foutre. Si, je leur répondais, mais je m'en foutais complètement. Je me disais, qu'est-ce que va faire une société qui fait des dizaines de millions, des milliards, contre un ado dans sa chambre qui en vrai, gagne rien, fait ça par passion, c'est compliqué, tu vois. Ouais, et puis même quand même le culot, parce qu'à cet âge-là, tu peux dire j'avais pas peur. Ça me fait peur. J'avais pas peur, je m'en foutais. Et en vrai, j'avais pas peur et je me disais, en vrai, je me disais, je risque rien. Et j'avais raison, parce qu'il m'est rien arrivé. Ouais, ok. Et du coup, j'en suis où? Donc je lance ça explose. Et ensuite, les années qui ont suivi, donc plutôt terminale et après études sup, je lâche un peu le truc, j'ai moins le temps. Je me consacre quand même plus à mes études. Là, du coup, tu as ton bac, tu commences des études sup. Je commence un DUT et en fait là, si tu veux, j'avais un peu lâché la main. À l'époque, je pense que j'avais fait le tour du sujet. Ouais. Le forum tournait bien, il avait baissé en popularité vachement. J'ai eu un pic, si tu veux, je ne saurais pas te dire les années, mais de 16 à
De 15 ans et demi à 17 ans, il y a eu un pic gigantesque. Après, c'est retombé, c'est redescendu parce qu'il y avait moins de hype sur les jeux vidéo et tout. Enfin, peu importe. Ouais. Le forum a baissé, était en perte de vitesse. J'ai essayé de le rattraper, tout ça, j'y arrivais pas. Et donc, en gros, si tu veux, à partir de là, j'ai un petit peu lâché la main. Je voulais me consacrer à d'autres choses. J'avais quand même mes études sup, ma carrière, etc. Et donc, l'équipe que j'avais en place de modérateurs d'admin et tout, ils ont repris la main. Ils s'en sont occupés à 100%, moi, je m'en occupais plus. Ok, et donc ça se passe comment? Tu dis, je vends le site ou je vous donne les codes? Alors, non, parce qu'en fait, à l'époque, encore une fois, tout était gratuit sur Internet. Ça se faisait pas trop de vendre des trucs et tout. En plus, c'était des ados qui géraient ça avec moi. Ouais. Donc, je le passe, mais je garde le nom de domaine. Ok. Alors ça, c'est très important. Je vais raconter un truc que j'ai jamais raconté. C'est que je garde le nom de domaine du site, ce qui me permet, moi, d'avoir la main dessus, parce que c'est tout le nom de domaine. C'est xgame3.com. Et je dis, je te le donnerai plus tard, mais là, oui, tu peux le supprimer si tu veux le supprimer. Je fais ce que je veux. Donc, eux géraient le site, mais ils n'avaient pas le pouvoir de m'enlever le site. Ok. C'était un peu le deal qu'on avait. Sauf que, alors pour le coup, ça, j'étais vraiment pas au courant. J'étais plus du tout actif sur le site. Je commençais mes études supérieures, etc. Il y a eu à l'époque, et c'était passé dans la presse, le refund. Je ne sais pas si tu as dit quelque chose sur Amazon, Cdiscount, etc. Ok. En fait, il y a des mecs qui se sont spécialisés dans ces années-là, il y a une dizaine d'années, ils se spécialisent, ça doit toujours exister. Tu commandais un truc sur Amazon, par exemple un iPhone 17, tu achètes un iPhone sur Amazon. Alors, c'est pas du tout, je donne aucun conseil de faire ça, attention, mais tu achètes un iPhone, tu dis ouais, je l'ai pas reçu. Je l'ai pas reçu, le colis, je l'ai perdu. C'est pour ça que maintenant ils mettent les signatures, les codes et tout. Ouais. Avant, tu n'avais pas. Et donc en gros, tu dis je l'ai pas reçu. Donc en fait, il y avait deux choix. Soit le livreur t'avait volé, soit en gros le colis t'était perdu, c'était la poste. Soit quelqu'un l'avait volé chez Amazon avant de l'envoyer. Mais même si le risque est faible, ça arrive. Ouais. Ça arrive encore aujourd'hui. Il y a des livreurs qui volent, même s'il n'y en a pas beaucoup. Moi personnellement, ça m'arrive jamais. Franchement, les livreurs ils sont canons. Amazon c'est canon. J'ai jamais eu de problème, c'est très rare. Et quand il y a un problème, c'est souvent un colis qui est perdu. Tu vois, c'est pas la faute des gens. Mais là, en l'occurrence, la faille, c'est que parfois des livreurs volaient, parfois des gens dans Amazon volaient, ou parfois le colis se perdait. Et donc quand t'appelais, t'as aucun moyen de prouver que le truc tu l'as pas reçu, il n'y avait pas de signature et tout, donc Amazon remboursé, ou Cdiscount remboursé, les marketplaces remboursés. Okay. Et les petits malins se sont dit, attends, si c'est facile de se faire rembourser des achats de manière illimitée, sans vérification, et qu'en plus c'est des grosses marketplaces qui pèsent très lourd, donc ils s'en foutent, eh ben on va industrialiser ça. Ouais. Et donc t'as des mecs spécialisés qui sont arrivés sur des forums en France en général, pas que sur le mien, en disant, voilà, tu commandes un iPhone, par exemple, sur Amazon. Je m'occupe de toutes les démarches. Est-ce qu'ils savaient, en gros, quoi dire, comment l'amener, les trucs. Ouais, c'est des scams, quoi. C'était un scam, en fait. Ouais. Et les mecs appelaient directement en disant, voilà, j'ai commandé, alors ils se faisaient passer pour la personne, j'ai commandé un iPhone 17 à telle date, je ne l'ai pas reçu. Et ils avaient déjà capté toutes les phrases à répondre aux mecs Amazon pour obtenir le remboursement. Donc c'était un truc, ils avaient professionnalisé le truc. Et en échange, eux, ils étaient payés 30% du remboursement. Okay, ouais, donc en fait, les gens commencent à acheter en masse sur Cdiscount, Amazon, toutes les marketplaces, se font rembourser par ces gars-là, et ces gars-là industrialisent le truc, mais sur des millions d'euros. Ouais, okay. Donc là, évidemment, ce qui se passe... Et c'était à l'échelle française ou c'était en France, mais c'est passé dans la presse et toute cette histoire. Et en fait, le problème, c'est qu'ils étaient sur plein de forums, je crois que c'était sur jeuxvideo.com, c'était sur mon forum, et c'était sur d'autres forums. Moi, je ne suis pas au courant de ça, je ne sais même pas que ça existe sur mon forum, parce que je ne le gère plus. Ouais. J'ai le site qui est ce forum-là qui est fermé avec un down comme ça passe dans la presse. Les flics sont allés chez OVH, ils avaient un mandat de perquisition et ils ont arraché le serveur qui hébergeait mon forum. Mais pas que moi, c'était une opération de police sur plein de forums et de sites. Moi je vois ça, je suis en panique, mais t'imagines même pas. Ouais. Là à l'époque j'avais, c'était un peu plus tard, je devais avoir 22 ans, 21 ans. Okay. 21 ans. Quand même quelques années qui marchaient bien le forum. Ouais, voilà, il était géré. En gros, je l'ai lâché vers 18-19. 2 ans après 21, je m'en occupais plus du tout. Franchement, je me connectais plus, etc. Et les dérives sont arrivées. Et les dérives sont arrivées sur ces 2 ans. Ouais. Moi, je me retrouve... je commençais à rentrer en école de commerce, je faisais mes stages et tout. Ouais, parce que tu m'as dit tout à l'heure, tu as fait un DUT, c'était vraiment en mode commerce. J'ai fait DUT GEA, donc gestion des entreprises d'administration. Licence d'économie. J'ai fait schéma en M1. Ok. J'ai fait une césure, j'ai fait une licence de programmation informatique et un M2 à schéma. En gros, j'ai fait 6 ans d'études et j'ai fait 1, 2, 3, 4 diplômes. Ok, voilà. Parce que le diplôme, la licence informatique, elle était concentrée sur un an. C'est 3 ans en un an. Donc j'ai bûché de fou, mais voilà. Et en gros, moi, j'étais plus du tout dans ces histoires de forum, j'étais devenu adulte, c'était derrière moi et je le voyais pas plus du tout comme un projet que j'allais perpétuer. Moi c'était en mode soit on ferme le site, soit en fait il est perpétué par des gens passionnés, il n'y a pas de problème, je leur donne, je veux même pas d'argent et je touchais plus d'argent des pubs, etc. Je leur ai vraiment tout donné sauf le nom de domaine. Okay. Et pourquoi j'insiste sur le nom de domaine, c'est que je vais t'expliquer. C'est que quand tu possèdes le nom de domaine, tu es responsable du site. C'est la loi. Okay.
Le site se fait fermer, ils chopent le serveur, ils aspirent toutes les données, les IP des formes des mecs, tout ça, etc. Et c'était une grosse enquête. Et en fait, c'est Cdiscount, de mémoire, qui avait porté plainte et qui avait mis des avocats et tout. Et donc, la police avait fait une grosse enquête, avait chopé des trucs. Enfin, c'était un gros truc quand même, tu vois, c'était sorti dans la presse et tout. Moi, je me caguais dessus parce que je me dis, je vais avoir des retombées sur un système où j'étais même pas au courant et tout, donc ça va être une catastrophe. Les flics vont devant chez ma mère, à Toulon. Là, ça se concrétise, quoi. Et moi, j'étais à Tahiti, parce que je commençais mon stage de fin d'études de M2. Ouais, de M2, donc je dois avoir 22 ans et demi. Tu faisais quoi, Tahiti, en stage Stage, j'étais dans une agence digitale, la seule de Tahiti. Enfin, à l'époque, c'était la seule qui s'appelait Proxy. Où bon, mon stage s'est pas très bien passé, je pourrais t'expliquer, mais en gros, je faisais mon stage là-bas. Mais là, je venais d'arriver, j'ai même pas commencé mon stage, j'arrive à Tahiti. Oh, putain, ok. Et donc, je suis plus en France. Et donc, les mecs disent, putain, on n'arrive pas à le joindre, il est pas chez sa mère, il est parti à l'étranger. Ça colle pile avec le truc de se dire, le mec prend la fuite parce qu'il vient d'apprendre que le site a été saisi. Et je reçois un mail, le mail, je peux te le ressortir, je dois l'avoir encore sur ma hotmail de l'époque. Le flic m'écrit, il me dit « Bonjour, monsieur Hermit, on aurait voulu vous poser quelques questions, on n'arrive pas à vous joindre, parce que j'étais sur messagerie, parce que j'avais plus mon forfait français, à Tahiti, il n'y avait pas encore à l'époque les forfaits. » C'était vraiment le truc parfait. Et oui, donc du coup les mecs ils disent « Mais il se foutent de ma gueule, parce qu'en gros, il répond plus, il est parti à l'étranger, pile à ce moment-là. » Et c'était juste un concours de circonstances. Moi, je vois le truc, je me dis, oh putain. En fait, je vois le truc s'imbriquer et je me dis, je deviens. T'avais déjà vu quand même dans la presse tout ce qui Oui, moi j'étais au courant. Et je me dis, je deviens hyper suspect alors que je ne veux absolument pas être suspect. J'en ai rien à foutre, je n'ai rien à voir avec tout ça, je suis pas du tout coupable. J'arrive à choper le numéro donc par mail, j'échange avec le flic en disant, je suis à Tahiti, nanana et tout. Je prends son numéro. Et là, je l'appelle. Et je lui dis, il me dit, voilà, on est à Toulon, on aurait voulu vous entendre et tout. Et je lui dis, écoute, moi, écoutez, j'explique. Je dis, moi, je vous explique. Vous avez saisi le serveur, vous avez tout dessus. Donc, je vous invite à tout analyser. Vous verrez que je ne me connectais plus sur le serveur, j'étais plus actif. Même plus je me connectais à mon compte, je regardais même plus les comptes. Tu avais des logs de tout, ils pouvaient voir si j'avais lu les sujets sur cette partie-là, etc. Okay. Ils auraient vu si j'étais au courant. C'était pas le cas. Donc, j'ai dit, lisez ça. Et le flic, j'ai eu une phrase, bon, j'étais jeune, et j'ai dit, de toute façon, vous avez qu'à regarder mon compte, j'ai 200 € dessus, j'ai pas d'argent, donc je peux pas avoir trempé là-dedans, parce que c'était des millions d'euros que ça avait fraudé, tu vois. J'ai pas du tout d'argent, je suis parti à l'étranger parce que j'ai fait un stage et tout. Le flic, au début, il est hyper suspicieux. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, ça a duré 1 heure. Enfin, ou 40 minutes, je sais plus. Il sent qu'en fait, je suis complètement sincère. Et il dit, OK, en fait, il a rien à voir. C'est juste un jeune qui a créé ce forum-là. Il est plus dedans. Et il capte, en fait, tu vois, vraiment que, moi, je lui dis, regardez mon compte en banque. Regardez les échanges avec ces gens-là. J'ai jamais eu de contact ni téléphonique, ni par message. Je sais même pas leur prénom. Je sais même pas, tu sais, les gens qui avaient été arrêtés. Et j'ai dit, regardez les logs sur le forum, je n'ai jamais lu. J'ai dit, je n'ai jamais lu un article qui proposait ça. Ouais. Et surtout, vous pouvez voir sur les logs de connexion de la base de données, tu sais, tu as les dates de connexion, tu as un journal. Ouais. J'ai dit, je me connecte plus sur le forum. Donc, dans tous les cas, je n'aurais pas pu lire ces trucs. Et même les sujets lus, vous verrez s'il y en a que j'ai lus dernièrement, ça ne parle pas de ça, quoi. Donc, le mec me dit, OK, mais il y a un problème. C'est que vous possédez le nom de domaine. Vous êtes responsable également, du coup, du site et de ce qui est publié dessus. Je sais pas si ça a changé depuis, ça c'était la loi, ce qu'il me dit. Et du coup, je lui dis, écoutez, moi je suis dispo, quand je reviens en France, je viendrai vous voir si vous voulez, on peut se faire une visio, on peut faire ce que vous voulez, mais il faut que vous trouviez une solution, vous pouvez pas me tenir responsable de ça alors que moi j'ai rien fait. Je dis à la limite, si j'étais complice, que je m'étais enrichi, etc., je dis bon j'assume, j'ai fait de la merde, il y a eu un problème, mais là pas du tout. J'ai dit moi le forum je l'ai fait par passion. Là pas c'est en 2000... J'avais 22 ans, j'en ai 32, c'était à 10 ans. Ok. Donc 2015-2016, tu vois. Donc en gros le mec je lui dis ça, je sens que je l'ai convaincu et qu'il sait que je suis de bonne foi et en plus je pense qu'ils ont vérifié, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Ok. Ce que j'ai su en gros c'est qu'il y a eu des arrestations, les mecs ils avaient fraudé des centaines de milliers d'euros etc. Et ça allait loin quand même et moi en fait ils m'ont sorti du dossier, j'ai pas été cité dans les procès, les trucs etc. Okay. Puisqu'en fait ils ont estimé, que ce soit la justice, la police etc. que j'avais juste le nom de domaine, que j'étais de bonne foi et que donc j'étais pas concerné, donc ils ont ignoré si tu veux la loi en disant en fait, ils ont dit ça sert à rien de l'emmerder avec ça, sachant que en plus j'aurais même pas pu les aider, leur donner les infos. Oui, voilà. J'étais au courant de rien. Ils ont et donc l'admin qui gérait ce forum-là, que je connaissais très bien, je me souviens plus de son prénom, je le contacte, je lui dis écoute, je te passe le nom de domaine là. Par contre, moi je veux plus, je m'occupe plus du site. Donc je vais transférer le nom de domaine et lui a demandé en fait à la police s'il avait le droit de ressortir le site sans ces fameux parties-là. Ils lui ont dit oui. Donc il a ressorti le site et le site est en ligne aujourd'hui. Si tu tapes shitgame3.com. Tu peux tomber sur le forum. Et c'est le même mec ou... Alors maintenant je sais pas, j'ai plus de contact parce que ce dont je te parle c'était il y a 10 ans. Ouais. Je lui ai donné le nom de domaine et j'ai dit je veux plus entendre parler du forum, je veux plus entendre parler de toutes ces histoires. Ça me faisait mal au cœur de le supprimer, donc j'ai choisi l'option de dire je le file, démerdez-vous, faites de l'argent, faites ce que vous voulez avec, c'est plus mon projet. Plus ton truc. Okay. Et je veux plus être appelé comme ça, etc.
Et le forum, tu vois, alors, je sais plus si c'est lui qui le gère maintenant. J'ai aucune nouvelle de tout ça, j'en ai aucune idée. J'ai la nostalgie, tu vois, du truc, mais je m'en fous. En gros, maintenant, c'est plus mon site, ça leur appartient. Et puis, ils le méritent parce qu'ils ont bossé pendant des années gratuitement, tu vois. Donc, j'ai fondé le truc, mais voilà. Ouais. Et comme je te dis, en plus, à l'époque, Internet, on ne vendait pas, on faisait pas trop de. Il y avait beaucoup d'entraide, etc. Donc, en gros, je l'ai filé gratuit, quoi. Mais c'est drôle parce que du coup, là, t'as 22 ans, à peu près. Ouais. T'as fait quand même pas mal de projets sur Ouais. Internet. Ouais. Mais à chaque fois, il y a eu une merde et ça s'est arrêté, ça s'est supprimé, il y a eu ça. Ouais, mais ça, je vais t'expliquer, c'est la vie. Hein. Tu prends toutes les boîtes, il y a des hauts, des bas. Tu prends un entrepreneur dans sa vie qui a fait beaucoup de projets. Et 9 sur 10, il les a ratés. Ah, mais t'aurais pu te dire, Internet, ça c'est pas pour moi, il y a encore un truc en plus avec la justice. Enfin, t'aurais pu, tu vois, avoir un peu. Non, en fait, j'ai toujours su que je montrais des business en ligne sur Internet. J'ai toujours su parce que c'était ma passion. Ouais. Donc, au-delà de l'argent, c'était en mode ce que je voulais faire. Sur les fiches, quand j'étais petit, en primaire, en orientation, je mettais que je voulais être chef d'entreprise. Au collège, pareil. Je savais que je voulais jamais être salarié. Et d'ailleurs, le grand frère de Pierre, lui, était un ami d'enfance qui m'a connu dans ces années-là et je lui disais déjà à 10-11 ans, je serais chef d'entreprise. Donc tu vois, il peut l'attester. J'ai toujours eu ce discours et j'ai jamais été salarié de ma vie en fait. Ok, j'ai juste fait des stages. Voilà. J'ai juste fait des stages. Et du coup, en gros, j'ai monté des projets, ils se sont arrêtés. Mais à l'échelle de ma vie d'ado, c'était des trucs qui étaient très courts, c'était des beaux projets, mais en fait, c'est la vie d'un entrepreneur. Ouais, mais tu vois, c'est bien d'appuyer sur ce point-là parce que sur ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils sont sur un projet, ils lancent un nouveau. Faut persévérer. Faut persévérer. Mais moi, j'ai eu des millions et des millions d'échecs avant d'avoir même des petits succès. Tu vois, le forum, regarde, le forum, j'étais sur un forum, on m'a refusé en tant que modérateur, j'ai resté des mois, après j'ai créé le truc, on voulait me le supprimer, j'ai dû migrer. En fait, si tu t'arrêtes à la première barrière, les barrières, elles sont salvatrices parce que ça te permet en fait de progresser, de monter en niveau et en fait tu te dépasses et tu arrives à des niveaux que tu n'aurais jamais imaginé. Quand on a refusé le fait que je sois modérateur sur l'autre forum à 20 000 membres, qui aurait cru que je crée un forum qui est 600 000 membres et qui soit un des sites plus visités en France? J'aurais jamais imaginé. C'est clair. Et je suis passé par des millions d'embûches, de problèmes et tout, mais en fait le jeu en valait la chandelle, c'est trop cool d'avoir fait ça. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre les langages de programmation, les CMS, le serveur, tout ça va me servir dans ma carrière après. Parce que du coup, j'ai baigné très 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 tôt dans ces technologies-là, à l'époque des toutes premières versions de PHP, etc. Et personne de ton entourage faisait ça? Enfin, t'étais vraiment le seul? Non, seul, j'étais autodidacte, ouais. Donc là, il ferme ton site, t'as 22 ans, t'as plus rien à part tes études, du coup, donc t'es en mode focus études ou t'as quand même dans ta tête de faire... Alors, en gros, là, la situation, c'est j'ai quand même gagné pas mal d'argent avec ce forum, j'ai un petit peu d'argent de côté, je devais avoir... je sais pas, 5-6 000 euros de côté. À l'époque, c'était beaucoup. Ouais, parce que tu gagnes entre 600 et 1000 euros par mois. Ouais, après, je dépensais, tu vois, je vivais aussi dessus, je m'étais acheté une voiture, tout ça, mais en gros. T'étais indépendant en fait. J'étais quasiment indépendant, mes parents m'aidaient quand même pendant mes études parce que j'aurais pas pu payer des loyers, des trucs comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de charges. Mais en gros, je me souviens que j'avais à peu près 5 000 balles de côté, ce qui était énorme à l'époque pour mon âge, quand tu avais 21-22 ans. Ouais, c'est clair. Je me souviens que déjà, j'avais quand même une différence par rapport aux autres étudiants de mon âge, j'avais quand même plus de sous. Toute proportion gardée, on parle pas de milliardaire, tu vois, mais c'était quand même, j'avais un peu plus de sous, un peu plus de moyens grâce à ça. Quand le forum se ferme, je commence mon stage et en fait je me dis c'est simple, soit je fais ce stage à Tahiti dans cette agence qui s'appelle Proxy et après je serai salarié peut-être un temps, mais quoi qu'il arrive dans ma tête je m'étais dit je vais créer ma boîte tôt ou tard. Mais je m'étais dit peut-être je me fais un peu la main, tu vois, 1 an ou 2 pour voir un peu comment ça fonctionne et je crée ma boîte ensuite. Ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, donc, je me suis retrouvé à Tahiti. C'était un stage de 6 mois? Stage de 6 mois de fin d'études. J'étais loin de ma famille. J'étais super jeune. C'est la première fois que je partais aussi longtemps, aussi loin, sans connaître personne. Ouais, je comprends. C'était très compliqué. Du coup, j'ai fait des colocs, tu vois, avec des j'allais dire des Français. C'est des Français, des Tahitiens, mais en gros, c'était des jeunes de mon âge qui venaient de métropole. Ouais. Donc ça allait, tu vois, j'avais des copains. Et le stage, en fait, a été très, très compliqué pour moi. Ouais, au niveau de l'ambiance. Alors, la boîte c'était une petite société, il faisait 1 million de CA, on était une petite dizaine. Et c'était une des seules boîtes de digital à Tahiti. Donc en Polynésie, si tu veux, ils avaient tous les deals un peu création de site, SEO, SEA, etc. Il y avait, en fait, il y a 2 choses qui étaient très problématiques pour moi. La première, c'est que j'avais jamais été dans le monde du travail en tant que tel, avec un patron, avec des collaborateurs. Premier stage de 6 mois, là, en fait. Premier stage de 6 mois. J'avais déjà fait un stage avant à la boîte IMO à hier, mais c'était un stage de 2-3 mois. C'était super bien passé, mais c'était un stage très court. Et puis le confort d'être chez toi aussi. Et puis j'étais à Toulon, tout ça, tu vois. Là, j'étais à Tahiti, je suis sur une île minuscule, je suis à l'autre bout de l'océan. Il y a 12 heures de décalage, donc tu peux pas appeler tes proches, c'est très compliqué. 7 h du matin et 7 h du soir en France.
J'arrive dans une entreprise, je n'avais jamais travaillé dans une entreprise, j'avais fait mes projets de mon côté que je ne considère pas être comme du travail mais comme de la passion. Là j'arrive dans une entreprise où il faut arriver à telle heure, tu dois rendre des comptes, etc. Et là pour moi ça a été terrible. Ok, ça terrible. ne convenait pas du tout. Alors le fait d'avoir un cadre ne me convenait pas du tout, le fait de devoir rendre des comptes ne me convenait pas du tout. Et je pense que j'ai été un très bon stagiaire et un très mauvais stagiaire. En gros, sur la performance pure intellectuelle, je pense que j'ai apporté beaucoup de valeur pendant ce stage à l'entreprise. Ouais. Par contre, j'ai été très destructeur aussi. C'est-à-dire qu'en gros, je supportais pas qu'on me donnait des ordres, je remettais tout en question, je syndicalisais les autres contre la direction. Enfin, en gros, j'ai pas fait du bien à la boîte. Perturbateur, quoi. J'ai encore été un élément perturbateur, comme à l'époque quand j'étais à l'école. Et en fait, si tu veux, dans cette agence, il y avait un directeur, qui est toujours directeur, je pense, de cette boîte. Et en gros, c'était un très bon commercial. Donc il arrivait bien à vendre l'agence, à vendre des produits et tout, mais c'était un très mauvais manager. Okay. Et quand je dis c'est un très mauvais manager, c'est qu'il parlait mal aux gens, il se mettait à gueuler, il avait aucune écoute, etc. Et en gros, si tu veux, tu te sentais pas en sécurité psychologique dans la boîte, okay. Ni pour parler, ni pour communiquer, etc. Et c'était un constat que j'avais, mais c'était un constat partagé par tout le monde dans la boîte. Oui, alors, déjà, tu arrives dans la boîte, c'est pas non plus l'ambiance saine, et non. Dans le monde du travail, c'est quand même hyper important pour l'ambiance, elle est pas ouf. Et en gros le directeur il fait plus de mal à la boîte que du bien. Les salariés ils restent parce que il y a quand même beaucoup de turnover, mais ils restent parce qu'en fait si tu veux ils se retrouvent t'as pas beaucoup de boîtes digitales qui ont embauché, les salariés étaient quand même bas à Tahiti, tant bien que mal t'essaies de faire ton trou, puis t'as des gens qui avaient des enfants et tout, donc c'était compliqué. En gros la boîte elle tournait pas rond. Pour plein de raisons. Moi, j'étais pas forcément un bon élément là-dedans parce qu'en plus j'accentuais tout ça et je le vivais très mal. Je le vivais vraiment, vraiment très, très mal. Je me suis fait la promesse quand j'ai fait ce stage que je ne serais plus jamais salarié de ma vie. Ok, ouais, t'avais la boule au ventre en y allant, t'étais Ouais, j'avais la boule au ventre en y allant, je mettais des arrêts maladie. T'avais quand même envie de t'investir au niveau pro ou du coup, franchement, en fait, je vais te dire la vérité, je ne pouvais pas valider mon diplôme de schéma, que mon père quand même avait payé l'école, ça coûte très cher, à l'époque c'était 10 000 € par an, maintenant je crois que c'est plus que ça. Voilà, mais en gros, mon père m'avait payé 2 ans d'école de commerce, il s'était saigné. Si je faisais pas si je n'allais pas au bout de mon stage, je redoublais. Okay. Et ça, c'était impensable de faire ça à mon père. Du coup, si ça tenait qu'à moi, j'aurais dit allez vous faire foutre, je me casse et je vais trouver un autre stage. En l'occurrence, quand j'ai contacté Schema en leur disant je veux changer de stage, je me sens pas bien, etc. Il y avait le fait aussi que j'avais pas beaucoup de carapace. Hein. On parle d'un jeune qui était sensible et qui avait. Tu découvres le monde pro. Je découvre le monde du travail, ça se passe pas bien. Je suis pas bien dans la boîte. J'estime que la boîte elle est mal dirigée. Parce que Tahiti, c'était un choix de ta part. T'avais un peu envie de changer d'air. En fait, je voulais aller à l'étranger, je voulais faire un truc de fou et j'idéalisais le truc. Mais en fait, je pensais pas que partir aussi loin, ça allait me faire autant de. Ça fait bizarre, tu vois. Et puis je suis tombé dans une boîte qui était vraiment pas idéale. Ouais, t'as pas eu de chance sur ce Mais d'un côté, c'est une chance parce que ça m'a dégoûté du salariat. Tu vois, donc tout s'imbrique bien finalement. Et donc du coup, moi, je contacte Schema, je leur dis, je veux me barrer de ce stage. Au bout de 3 mois, je peux retrouver les mails, je leur envoie des mails. Schema dit, pour l'image de notre école, on peut pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on envoie des stagiaires dans les entreprises et qu'à la carte, ils se barrent, ils changent, etc., on va passer pour une école pas sérieuse, on peut pas compter sur les stagiaires, et du coup, derrière, la conséquence, c'est que nous, on va trouver moins bien de stages, et puis même pour l'image de l'école. Et puis l'école était beaucoup moins réputée à l'époque, je crois qu'elle était 8 ou 9e quand j'y étais. Aujourd'hui, maintenant, elle est hyper bien classée, tu vois. Bon, tout ça veut absolument rien dire dans tous les cas, mais peu importe. Ils sont bien classés, ils protègent leur image, ils ont raison. Donc je peux pas me barrer du stage. Si je me barre, je redouble. Okay. Et tu repayes une année. Et mon père repaye une année parce que j'avais pas les moyens. Donc je me retrouve dans l'étau absolument horrible pour moi de dire j'ai pas le contrôle, j'ai pas la main sur la situation, on me l'impose. J'ai en plus un directeur que c'est pas que je l'appréciais pas, c'est que le mec était dans son rôle mais il se rendait pas compte qu'il était hyper toxique. Je vivais mal la relation avec lui, je m'entendais bien avec mes collègues de travail mais eux n'influaient pas sur mon travail et je suis bloqué comme ça pendant 3 mois, tu vois. Et ça je l'ai vécu comme un traumatisme. Mais quand je te dis un traumatisme, c'est que je gagnais pas beaucoup d'argent. J'étais bien payé pour un stagiaire, je crois que j'étais payé 1000 balles par mois, un truc comme ça. Mais bon, j'avais quand même beaucoup de frais parce que j'étais à Tahiti, je devais m'assumer. Mon père m'aidait. Mais en gros, j'étais en mode, je vis hyper mal ça, je suis pas bien payé, je galère, j'ai pas le plaisir d'aller au boulot le matin et tout. Et donc, je me suis fait une promesse. Ce stage a été quand même hyper formateur parce que bon, déjà, je peux pas leur enlever le fait qu'ils m'ont apporté beaucoup professionnellement parce que je me suis structuré, j'ai compris comment étaient gérés les projets, j'ai eu du relationnel avec les clients, ils m'ont fait confiance sur des gros trucs et tout, tu vois. Donc
ça m'a quand même vachement formé professionnellement. Ouais, moi j'étais impliqué et puis eux m'ont fait confiance sur des gros projets. Donc je peux pas leur enlever le fait que professionnellement ça a été hyper formateur. C'est ça qui était dommage, c'est qu'en fait ils faisaient confiance, ils laissaient de l'autonomie et en même temps il y avait la personnalité du directeur qui n'était pas du tout adaptée à du management. Aujourd'hui, moi je manage des gens. C'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Quand j'étais plus jeune, je me disais je serai jamais comme lui, moi je vais être un manager hyper sympa, etc. Si tu interroges mes salariés, ils diraient certainement qu'il y a plein de choses à corriger dans mon comportement. Mais parce qu'en fait, quand tout dépend des rôles. Moi j'étais stagiaire, je le voyais comme patron. Lui, il déroulait le truc, je le vivais mal. Peut-être qu'aujourd'hui, dans mon comportement, je peux faire vivre des choses pas bien à des gens sans m'en rendre compte, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Mais là, je te parle de mon état d'esprit. À cet âge-là, à 22 piges. Je me dis, c'est un con. Il m'emmerde et le salariat ça me plaît pas, je gagne rien, en plus je m'estimais être quand même assez fort professionnellement dans le domaine du digital avec tout le background que j'avais. Toi tu faisais uniquement des sites du coup dans Non, là je faisais Google Ads, Meta Ads et un petit peu de référencement naturel. Et c'était le début des ads c'est la première fois que je touchais Google Ads. Voilà, donc c'est la naissance de la passion, c'est que je commence à toucher Google Ads, je comprenais rien. J'ai touché un peu Meta Ads. J'y comprenais rien. En vrai, les campagnes qu'on faisait, c'était une honte. Mais c'était des petits budgets, c'était des petites boîtes. Les gens, ils disaient, ouais, je veux juste être vu sur Facebook, tu vois. Et donc, tu faisais un truc, mais les paramétrages qu'on faisait, c'était n'importe quoi. Moi, j'étais le plus compétent, on va dire, dans ce domaine de l'agence. Donc, en gros, je dirigeais le pôle, mais j'étais stagiaire. C'est la première fois que tu découvres ce domaine-là, il est quand même le plus performant dans la boîte. Bah, en fait, si tu veux, vu mon diplôme, avec Schema, j'avais vu un peu de Google Ads théorique, etc., mais pas en pratique. Voilà, mais du coup, moi, j'avais noté sur mon CV les mots-clés importants, Google Ads, Meta Ads, mais en fait, j'y connaissais rien. Mais c'est normal, tu démarres. Quand tu es junior, tu comprends rien, il faut bien que tu te fasses une place. Donc, le mec, le patron, quand j'arrive à ce stage, il dit, bon, bah, vu que Benjamin, il est expert Google Ads, Meta Ads, il va gérer le pôle. Mais vu que c'est les petites sociétés, tu donnes beaucoup de responsabilités aux stagiaires, ce que je fais moi d'ailleurs avec mes stagiaires. Donc il dit, bah tu vas diriger le pôle. Donc moi je suis bon, ok, trop cool, tu vois, j'avais le mode challenger et tout. Donc ça a été formateur et j'ai beaucoup travaillé. J'estime que j'ai apporté beaucoup à l'entreprise en termes de valeurs compétences, en termes de valeurs financières. Je leur ai apporté de l'argent. Donc j'ai géré, si tu veux, même des gros projets et tout. Donc pour moi, sur la partie professionnelle de ce qu'ils m'ont confié, de ce que j'ai produit, c'est nickel. Autant pour eux que pour moi. Donc ads, tu faisais pas de site web? Non, non, je faisais pas de site web. Mais par contre, sur la partie comportement, moi je pense que j'avais des problèmes de comportement et en fait je pense que la direction avait un problème de comportement. En fait, ça collait pas, tu vois. Ça collait pas. Mais ben, encore une fois, c'était un constat général. J'étais pas l'enfant capricieux qui vivait mal ça. Toute la boîte le vivait mal. Et pourquoi j'insiste beaucoup sur ça, c'est que ça a été ça a été un élément enfin, tu vois, je parle de traumatisme. T'as un peu genre, tu vois, le forum qui m'a rejeté, ça va pas marcher, j'ai créé le mien. Là, c'est la boîte un peu qui m'a rejeté. Donc, il a été hors de question pour moi que je prolonge mon stage ou que je fasse un CDI. Même si je pense qu'ils auraient bien voulu m'embaucher. Du coup, je leur dis terminado. Tu fais tes 3 mois, t'es quand même un peu. Je fais mes 3 derniers mois, donc je fais 3 mois où c'était un peu horrible. Là, après, je veux partir et 3 mois atroces pour finir. Je fais mes 6 mois, je me casse, tu vois. Je prends l'avion, je rentre en France. Je rentre en France et là, je me rappelle, j'appelle mes parents. À l'époque, j'ai 22 ans, donc je suis encore un enfant. 2017, 2016. Je sais pas, j'avais 2016, 2017. J'appelle mes parents et mes parents sont très format salarié, dans le cadre, etc. Ils ont toujours connu ça. Toujours connu ça. Donc je les appelle et je leur dis, je vous écoute, et je vous explique. J'ai détesté mon stage pour ces raisons. J'ai toujours rêvé de monter ma boîte. C'est le moment, je vais le faire. Et ils me disent, surtout ne fais pas ça. T'as un diplôme qui vaut de l'or. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes aussi. Enfin, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde a un bac plus 5 en école de commerce. À ton époque, c'était moins répandu. C'était hyper réputé. En fait, avec Edge, Schema, le SCP, enfin, en gros, le top 10 des écoles de commerce t'offrait normalement des très belles places en entreprise. Je me rappelle plus les salaires de sortie, ça a dû changer maintenant, mais peut-être que tu gagnais 35 ou 40 000 euros brut en sortie d'école si tu te débrouillais bien, tu vois, dans des grands groupes. Peut-être que c'est plus maintenant, peut-être c'est moins. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien parce que moi, je suis même plus dans le salariat. Et en gros, si tu veux, je dis en fait non, je vais créer ma micro-entreprise, je vais créer une autre entreprise et je vais monter ma boîte. Et je préfère genre gagner 1 000 euros par mois et être aux commandes, mais je ne serai jamais salarié. Même si je gagne 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, je ne serai jamais salarié parce que j'avais été traumatisé. Je dis je préfère gagner pas beaucoup d'argent, faire ma passion et être libre que de subir ce que j'ai vécu en stage toute ma vie dans des boîtes. Parce que des boîtes où ça se passe pas bien, il y en a plein, c'est pas que eux. Il faut pas leur jeter la pierre. Et je pense qu'il y a plein de boîtes, plein de grands groupes où tu as des managers toxiques, des gens toxiques, des embrouilles, des nanas qui se tirent le scrap le chien et tout. Et en fait, tu as plein de boîtes où, regarde, où tu as des environnements qui sont pas sains. Mais
moi, ma question que je me pose, c'est que est-ce que à cette époque-là, bon, cette époque, c'est quand même il n'y a pas trop longtemps, mais est-ce que c'était répandu? Parce que maintenant, j'ai l'impression que tous les jeunes veulent être en freelance, être indépendants parce qu'ils en ont marre. C'était pas répandu, non. Mais voilà, t'avais personne autour de toi qui faisait ça. Non, personne. C'était encore un peu un ovni, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, le freelancing s'est énormément développé sur ces dernières années parce qu'en fait, tu contournes le système social français. T'as pas les charges sociales. Ouais, t'as pas de charges sociales. En fait, si tu veux, un employeur aujourd'hui, il paye 2000, ça lui coûte à peu près 4000 ou 4500 avec les frais indirects. Si tu prends un freelance à 2000, ça te coûte 2000. Ouais. Et stagiaire, lui, gagne plus aussi parce que tu n'as plus les cotisations sociales, etc. C'est en grande partie pour ça que le freelancing s'est développé avec la partie lifestyle. Je vais en Thaïlande, je vais à Dubaï, je suis libre, etc. Ouais. 90% des freelances crèvent de faim. Ouais. Voilà. Il n'y en a que 10% qui réussissent, mais ça, les gens ne le disent pas. Donc les gens qui veulent se lancer en freelance, c'est très bien, c'est challengeant et c'est pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, nous, on embauche énormément de personnes qui étaient freelance, qui s'en sortaient pas et maintenant qui sont très très bons dans leur poste. Un bon freelance, c'est pas forcément quelqu'un qui est bon techniquement, c'est quelqu'un qui est complet, qui peut vendre, se vendre, en fait, être réactif. T'es toi-même, donc t'es ton vendeur, t'es tout, toi tu fais tes missions, t'es ta compta, t'es tout. Voilà, t'es tout. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer ça. Et en vrai, le freelancing a explosé parce que je crois que sur Malte, qui est le plus gros site de freelancing aujourd'hui, t'avais 100 000 freelances à l'époque, moi quand je m'étais inscrit. Ouais. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 1 million. Ouais, donc ça a explosé. Bon, peu importe. En gros, donc je me lance en micro-entreprise. Ouais. Tes parents te disent fais surtout pas ça. Mes parents me disent fais surtout pas ça. Alors ça, moi, quand on me dit ça, j'adore parce que du coup, je fais évidemment ce qu'il faut pas faire parce que c'est interdit. Donc ils me disent ne fais surtout pas ça. Je dis ok, pas de problème. Je me lance, j'immatricule ma micro-entreprise. Et du coup, à cette époque, tu vis chez tes parents? Je retourne chez mes parents. Je retourne chez mes parents et je vivais. Alors ma mère a vendu la maison maintenant. Elle avait une petite maison. Et il y avait un garage qui avait été aménagé en studio de 12 mètres carrés. Okay. Donc j'avais un lit clic-clac, une toute petite salle de bain et j'avais un bureau collé contre le lit. Okay. Et c'est là où j'ai lancé ma boîte en fait. Donc c'est dans un garage en fait, un garage aménagé quoi, parce que j'avais pas les moyens de prendre un appart. En fait, je sortais de stage, j'avais 1000 balles sur mon compte parce que ce fameux patron m'avait donné une prime quand je suis parti quand même parce qu'il a reconnu ma qualité, même si on s'entendait pas. Et du coup, je rentre avec 1000 balles en poche à Toulon dans la maison de ma mère dans ce garage. J'avais un petit bureau Ikea, je fous mon ordi et je me dis comment je vais lancer ma boîte parce qu'il faut trouver des clients. Je m'étais un petit peu formé pendant mon stage et mes expériences précédentes. Je savais que je pouvais apporter de la valeur, mais je savais pas comment la vendre. Et ta boîte, t'étais en mode là, tu voulais rester que ads ou t'avais quand même le truc de te dire j'ai des compétences en site internet, autant… En fait, j'avais fait une boîte 360, c'est-à-dire que j'avais fait sur Word un tableau avec marqué création de site web avec un prix, SEO, donc référencement naturel, un prix, SEA, ce qui est Google Ads, un prix. SMA, c'est Meta Ads, un prix. Ouais. Et j'avais mis toute la grille avec mes tarifs sur un Word tout pourri. Mais... Et les tarifs, c'était par rapport à ton expérience en stage ou c'était un peu plus, c'était que dalle. Genre, je facturais une création de site 300 balles, une gestion de campagne Ads, je la gérais, un compte Google Ads, je le gérais pour 50 €. Enfin, des trucs de gamin, parce qu'en fait, je connaissais même pas les prix. Ouais. J'avais l'ACRE à l'époque, c'était une aide qui existe toujours, je payais pas d'impôts. Ouais. Donc 100% de mon CA, c'était mon CA, c'était incroyable. Du coup, j'arrive... Je liste toutes les agences digitales à Toulon et je les contacte. Il y en avait beaucoup à l'époque ou... Il devait y en avoir une petite dizaine, tu vois. Okay. Et je les contacte et je fais un mail. Alors, il faudrait que je te retrouve le mail. Je crois que en plus c'était bourré de fautes d'orthographe. Je me suis amélioré en orthographe depuis, mais c'était bourré de fautes. Et je lui dis voilà, je me présente, je suis Benjamin. J'ai fait ça dans ma vie. Je reviens de mon stage de fin d'études. Je monte ma boîte dans le digital et en fait je viens comme un élément externe qui peut vous aider sur de la création de site, ça pour vos clients. Donc je me positionne comme un salarié détaché freelance qui peut venir dans votre boîte, voilà. J'ai un seul mec qui me répond, Exa Digital, l'agence existe toujours, il s'appelle Matt d'ailleurs, parce que ça a été un client de longue date après, maintenant c'est plus un client, mais qui me contacte et il dit bah moi j'ai des clients sur Google Ads, j'y comprends rien, est-ce que tu peux m'aider, etc. Okay. Donc il me file un premier contrat. Non, je te dis n'importe quoi, c'est pas mon premier client. Avant ça, j'avais rencontré un chef d'entreprise qui s'appelle Lionel Roux, qui a créé Wimi, le logiciel de gestion de projet, qui était venu faire une intervention dans mon école de commerce, on avait fait des projets avec lui, etc. Okay. Et en fait… Ouais, tu avais le réseau un peu de ton école. J'avais le réseau de mon école, j'avais lui, mais en fait, j'avais même pas activé le réseau de mon école. Au moment où j'immatricule ma boîte, pour dire quand même c'est un signe, et ça montre qu'en fait qu'il fallait que je fasse ça, c'est qu'au moment où je vais pour envoyer ces mails, comme je te dis, à toutes ces boîtes pour trouver des clients, je reçois un mail de Lionel Roux, avec qui j'avais plus de contact depuis 8 mois, qui se rappelait de moi pendant le projet scolaire qu'on avait fait ensemble, et il me dit mon directeur marketing s'est barré, je suis à poil, j'ai plus personne pour m'aider, je me rappelle de toi, t'étais bon, est-ce qu'on peut bosser ensemble? C'est fou. Le mec me met ça, et il me dit je veux t'embaucher. Je lui réponds par mail, je lui dis écoute Lionel, ça me touche beaucoup, merci, ça tombe bien, mais je lance ma boîte, en fait je suis en micro-entreprise, je veux absolument rester freelance, est-ce que ça te dérange si on le fait en free? Et il me dit non, pas de problème. Donc j'avais déjà, le jour où j'immatriculais ma boîte à une semaine près, j'avais déjà un mec qui voulait bosser avec moi,
qui m'a contacté que je n'ai pas sollicité. Et qui te fait en plus une base un peu de salaire par mois. C'est ça. Sur le long terme, je vais te dire, à l'époque, je démarre ma micro-entreprise. Dans les 5 jours qui suivent, il me dit qu'il veut bosser avec moi, on négocie. Je travaillais 2 jours par semaine, il me versait 2 000 € par mois. Ok, donc tu as une sécurité déjà pour sécurité lancer, de fou. c'est génial. Sécurité et de 2 000 € dans ta poche. Dans ma poche. Okay. Donc là, j'appelle mes parents et je leur dis, il y a un mois, je vous ai dit que j'allais créer ma boîte, je vous ai dit que j'allais crever de faim, etc. Ils s'inquiétaient pour moi. Ouais. Je leur dis, ça y est, je gagne 1 900 € par mois avec l'ACRE, nanana. Ouais. C'est un contrat long terme. Lionel, il veut me faire bosser sur plusieurs mois. Ça va lancer ma boîte, etc. Donc eux, ils sont hyper rassurés. Ils disent, bon, il a un salaire qui n'est pas non plus énorme, mais qui est quand même suffisant pour vivre. Donc là, je commence à prendre mon appart. C'est mes débuts. Et puis, je lance ma boîte, ça n'arrive pas. Tu lances pas une micro-entreprise, c'est quelqu'un qui te file 2 000 € par mois. Non. Ça n'existe pas. Parce que, bon, toi, tu étais entrepreneuse, tu le sais, c'est la galère. C'est la galère au début. Surtout pour avoir des contrats à long terme aussi. Et récurrent. En fait, c'est hyper difficile. C'est le plus difficile. Et au début, tu acceptes des trucs que tu n'aimes pas, tu galères et tout. Moi, j'ai direct eu un truc qui me plaisait, long terme, avec un truc qui tombait, avec un beau projet. Ouais, et puis, c'était que aussi 2 jours par semaine. Par semaine, donc j'avais 3 jours. Salariat déguisé, où tu pouvais faire un 35 heures et pas le temps de démarcher ou de faire d'autres projets. Quoi. Et pour moi, juste pour te donner un ordre d'idée, il me payait 250 € par jour. Ouais. Quand il m'a dit ça, j'ai vu le truc en me disant mais attends, c'est pas possible, je vais finir mes milliardaires. Le mec me paye 250 € par jour, je voyais ça, mais je te jure, un peu comme mes sous quand j'étais petit, une montagne d'argent. Et je lui disais, tu te rends compte, il me paye 250 € par jour. Là, en y réfléchissant avec le recul, le niveau que j'avais, ce que je lui ai apporté en termes de technicité, j'étais pas cher. Et lui, il a chopé le profil au bon moment, il m'a formé sur plein de choses et c'était trop cool, tu vois. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il me surpayait, je méritais peut-être 70 € par jour. Quand il m'a dit 250, je dis ouais, bon ok, tu vois, je fais genre que ça me convenait, mais je trouvais ça énorme. Ouais, parce que c'est dur quand tu te lances de pas avoir un peu le syndrome de l'imposteur, de dire ah, mais je suis crédible, je vais vendre. Tu sais, même rien que pour ajuster les prix, c'est pour ça que je te demandais à combien tu vendais un site web. Parce que t'es en mode, oula, je débute, t'as peur. Est-ce que c'est vraiment bien ce que je vais faire? Je vais mettre un peu moins cher parce qu'on sait jamais. Mais t'as peur de ouf. Et le truc, c'est que Lionel, il a été honnête, il m'a quand même payé relativement bien et c'est devenu un pote, on s'entend super bien. C'était toujours client à l'agence pour te dire, ça fait 8 ans. Et il m'a formé sur énormément de choses et je lui suis extrêmement reconnaissant parce que j'avais eu l'exemple du patron un peu toxique que j'avais eu dans mon stage et lui a été complètement le contre-exemple. C'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, patient, il est hyper gentil, mais quand je te dis il est d'une gentillesse incroyable. Tu as le droit de faire des bêtises, il m'a jamais engueulé, j'ai jamais vu gueuler sur quelqu'un, etc. Je le trouve. C'était à Toulon ta boîte ou Non, il était à Paris, mais on s'appelait en visio. Et puis lui, il avait un bureau aussi à Nice, donc voilà, je l'avais déjà vu en vrai, etc. Et du coup, je me suis dit, attends, je passe de salarié, stage, patron horrible, à je me lance dans ma boîte, j'ai un patron, parce que c'est un peu mon patron en ce moment-là, hyper gentil, adorable et tout. Je me dis, mais en fait, tout s'aligne. Et tout ce que j'avais imaginé, en fait, c'est salariat, c'est horrible pour moi, patron, c'est génial, et tout me le prouvait. Tout s'aligner, j'ai le contrat qui tombe comme ça du ciel, le mec est adorable, c'est fou la chance que j'ai eue. Donc dans la réussite, il y a un facteur chance qui est gigantesque et les gens qui ont réussi à des millions, des dizaines de millions, parce que j'en connais plein, notamment dans mes clients, ils oublient le facteur chance. Le travail c'est important, mais le facteur chance c'est énorme, c'est la moitié d'une réussite le facteur chance. Mais aussi d'où l'important, tu vois, il se rappelait de toi parce que en cours t'étais bon et t'étais motivé. Ouais, mais t'imagines le timing, il aurait pu. Aussi, quoi. Oui, mais il aurait pu m'appeler pendant mon stage, il aurait pu m'appeler après, j'aurais abandonné, j'en sais rien. Tu sais pas ce qui serait passé, on sait pas. Mais m'appeler pile la semaine où j'immatricule ma boîte, c'est quand même fou de me proposer ça. Et donc j'ai ce client, je le signe, 2 000 € par mois, et je signe dans la foulée Matt, donc de Hexa Digital, c'est mon deuxième client. Je le signe, je crois que c'était 50 ou 100 € par mois. Par rapport au mail que tu avais envoyé. Par rapport au mail que j'avais fait. Donc le mail, j'avais déjà fait un peu de prospection, etc. Donc j'étais à 2 100 € pour démarrer. Donc là, je prends mon appart, je prends mon indépendance. Mes parents, je leur dis ciao. Je gagne déjà un bon petit salaire, je suis content. Ouais, tu leur prouves que tu as réussi. Eux, ils étaient contents. Ils étaient contents, mais je leur fais fermer la bouche, tu vois. C'était en mode, ils avaient peur, ils me disaient tu n'y arriveras jamais. Bon, voilà. J'avais un petit appart au Pradé à cette époque-là. Et du coup, je fais si tu veux, ma société. Et je cherchais d'autres clients parce que j'étais pris que 2 jours et quelques heures par semaine. Donc le reste du temps, je foutais rien, tu vois. Et ma sœur m'écrit en me disant j'ai vu un post sur Facebook d'un ancien ami, que je connais, une connaissance, qui a une boîte à Monaco. C'est un e-commerce qui s'appelle Allo Télécommande, qui existe toujours. Ils sont toujours clients chez nous, qui est intéressé pour faire du Google Ads. Google Ads à l'époque et je crois du référencement naturel. Je sais plus ce qu'il m'avait demandé. Parce qu'à l'époque c'était Facebook, il n'y avait pas trop LinkedIn, c'était pas. De toute façon B2C c'est principalement Google et Meta, les régies publicitaires. Donc tous les gens faisaient ça déjà. Non, mais tu vois pour les réseaux de trouver des clients justement là tu dis ta sœur elle vient sur Facebook. Ouais, c'était pas commun. Non, je sais pas pourquoi il avait fait ça sur Facebook. Je pense qu'il voulait avoir du bouche à oreille sur des recommandations plutôt que sourcer. Il y avait déjà Indeed et tout quand même. Ok, mais LinkedIn ça existait pas. Si. Ah ok.
Si, quand même. Mais est-ce que c'était aussi répandu, tu vois, que maintenant Je sais pas, franchement, je sais pas. Ouais. Je sais pas, LinkedIn, je m'y suis mis depuis un an, je connaissais pas avant. En tout cas, tu l'utilisais pas. J'utilisais pas. Ok. Donc, ma soeur m'envoie le truc. J'échange avec le gars, Carlo, et je lui dis, bah écoute, je le vois, écoutez, moi, je peux vous proposer mes services sur ça. J'ai une grille tarifaire, je lui montre mon truc minable. Et il me dit, ouais, bah lui, ça l'intéressait, c'était pas cher. Donc, il me dit, bon, bah ok, nous, on a un compte Google Ads, en principal à gérer. Pour l'instant, on va te donner que ça pour te tester. Et je crois qu'à l'époque, je le signe pour 700 € par mois. Ok. Mais 2 mois après avoir créé ma micro-entreprise. Donc là, je suis à 2008 par mois. Ouais. Et le mec me file accès à son compte Google Ads. Et là, c'est absolument complètement fou. Il me confie un budget de, je crois, 30 ou 40 000 € par mois de budget pub. Mais moi, j'ai pas du tout des compétences pour gérer un compte publicitaire de cette taille. Okay. J'avais fait des petits comptes, j'avais fait des trucs. Je n'avais jamais mis les mains dans un tel compte aussi complexe, avec autant de budget et autant d'enjeux, parce que ça générait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires derrière. Ouais. Et il me dit, bah voilà, t'as tous les accès, fais ce que tu veux, débrouille-toi. Et en gros, nous, on veut notre rentabilité à temps, notre chiffre d'affaires à temps. Il me donne un peu les objectifs. Okay. Donc là, je suis à 2800 € net en 3 mois de création d'entreprise. Donc je commence à me rapprocher des salaires, voire doubler les salaires de mes copains de classe qui étaient embauchés dans des grands groupes, type L'Oréal, etc. Donc ça me rassurait parce que je me disais, j'ai fait le bon choix. Ouais. J'ai un salaire tout à fait décent, je vis bien. Et en plus, je vis de ma passion. Ouais. Donc là, je travaille 3 jours par semaine et j'avais ce dossier-là. Quand j'arrive sur le compte Google Ads, je me souviens le premier jour, j'ai eu des sueurs froides. Okay. Tellement je me suis dit, comment je vais faire ? J'y comprends rien. Parce qu'en plus, il n'y avait pas des ressources. T'en avais un peu en ligne, mais. Quand je parle à ChatGPT, tu vois, il m'aide, mais. Toi, là, en gros, je suis devant le compte. C'est ma première journée avec ce client. Donc, j'ai de 8h du matin à 18h. Je regarde le compte, je vois le nombre de campagnes, je vois le budget dépensé, je vois les performances. Et je me dis, comment je vais faire pour leur apporter de la performance. Surtout qu'ils avaient un gars en interne qui manipulait bien l'outil. Et ils attendaient à quelqu'un de meilleur que lui au travers de ma prestation. Donc là, en gros, je me chie dessus, je te le dis. Ouais. Et je commence et donc, je définis en fait une matrice d'objectifs. Il voulait un ROAS de 10. Donc, un ROAS, c'est un seuil de rentabilité. Donc, pour 1 euro investi, je fais 10 € de chiffre d'affaires. Donc, un ROAS de 10. Il voulait, en dépenses, on pouvait dépenser ce qu'on voulait tant qu'on avait ça. Il y avait des produits qu'il voulait mettre en avant, tout ça. Et en fait, du coup, pendant une journée, je pense que c'est la journée la plus intense de ma vie, j'ai appris l'outil, comment ça fonctionnait, où lire les données. En me disant, je ne peux pas arriver à 18h en l'appelant pour ma première journée et lui dire qu'en gros, je n'ai pas pu comprendre ce qu'il fallait faire. Et en fait, à l'issue de cette journée, j'avais compris comment fonctionnait Google Ads, comment fonctionnaient les campagnes, les groupes d'annonces, les mots-clés des annonces, même si j'avais déjà touché l'outil avant. Mais là, en gros, j'ai fait une formation accélérée. C'est-à-dire, en une journée, j'ai appris 2 ans de formation. Adapté à ce budget-là aussi. Adapté à ce budget-là, ses objectifs. Et j'avais compris concrètement où je pouvais appuyer pour faire bouger les chiffres. Donc, par exemple, le budget pour le volume. À l'époque, ça n'existait pas, le ROAS cible, c'était des CPA cibles ou des max click. On était en stratégie manuelle à l'époque sur Google. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'avais pas d'algorithme. C'était moi à la main, je disais ce mot-clé, je paye tant le clic, ce produit, je paye tant le clic. En gros, le matin, je me levais, un concurrent, il avait bougé son enchère sur un produit, moi, je rebougeais. En fait, manuellement, on gérait les coûts par clic moyen, par produit et par mot-clé à l'échelle de tout le compte et dans toute l'industrie. Et on se battait tous avec ces enchères-là. Okay, maintenant, c'est automatisé. Tout est automatisé, mais à l'époque, non. Et je faisais tout à la mano, donc c'était hyper long. Donc j'ai connu Google Ads à l'époque, full manuel, des tout débuts de Google Ads. Et c'est un des plus vieux comptes qu'on a d'ailleurs en gestion aujourd'hui encore. Je crois qu'ils l'ont lancé en 2009 le compte. Et Google Ads, ça date de 2004 ou 2005. Donc en fait, si tu veux, on était l'historique du compte, la manière dont il était piloté, les fonctionnalités et tout. J'avais toute la vision de la naissance de Google Ads à aujourd'hui. Ouais. Et donc j'ai compris et j'apprenais et tout. Et à l'issue de la journée, j'ai appelé le client, donc Carlo, et puis c'était Michael aussi. Et puis je leur ai dit, voilà, je vous explique. Le compte, il y a ça. Je pense qu'on peut activer ça pour améliorer les perfs, etc. J'ai pas fait les modifications encore parce que je voulais valider avec vous et tout. Ouais. Et oui, c'était en mode, ok, ça nous paraît cohérent, trop cool, très bien. 100% confiance, quoi. 100% confiance, et ils n'ont pas capté cette phase où j'ai eu très peur de la première journée. Et les jours suivants qui ont suivi, j'appuyais sur un bouton, des fois ça marchait, j'appuyais sur un bouton, des fois ça marchait pas, et j'ai appris comme ça. Ce qui est très important de comprendre, c'est que du coup, j'ai appris la publicité en ligne sur le terrain avec des gros budgets, très en amont de ce qu'est la publicité aujourd'hui. Et cette expérience-là, cet apprentissage-là, personne ne peut l'avoir ni dans les bouquins, ni sur les vidéos, ni sur les soi-disant experts qui ont fait 2 ans de Google Ads. C'est que moi, j'ai touché Google Ads à l'époque du début de Google Ads et j'ai appris sur le terrain. Et l'apprentissage du terrain, c'est le meilleur apprentissage parce qu'en fait, ce qu'on te dit dans la documentation Google, et la plupart des trucs sont faux ou ne sont pas à suivre. Et donc moi j'ai appris en mode à la dure, c'est-à-dire que des fois je disais mais c'est quoi ce CPA cible, c'est un coût par commande, un coût par achat sur le site que tu peux définir. Tu dis je mets 1 000 € par jour de budget et je veux que ma commande me coûte maximum 10 €, tu vois. Donc en fait tous les 10 € faut qu'il y ait une commande. En gros, c'était le début de l'algorithme intelligent.
Je dis, ah, mais ça, comment ça marche? Je le mets en place, mais je mets un CPA beaucoup trop élevé. Le truc, je flingue la rentabilité du compte dans la journée. Le mec m'appelle, mais t'es complètement fou, qu'est-ce que t'as foutu, tu vois? J'ai fait d'énormes conneries, mais j'apprenais par ça. Mais ça, tu l'imprimes à vie. Quand t'as le stress, la pression, la boîte, elle avait des salariés, elle avait des stocks, elle avait des trucs. C'est pas le truc où je suis à l'école et on me met un simulateur et si je me plante, je dis, ah, rien à foutre et puis je vais aller boire un coup avec les copains. Là, j'ai une boîte entre les mains, tu vois. Donc, je me suis mis une pression de malade. Eux m'ont fait confiance. J'étais tout seul aussi. J'étais tout seul. Tu aurais pu avoir un mentor. Non, j'étais tout seul, j'ai tout appris comme ça, sur le tas. Et du coup, le mec, je m'acharne sur son compte et j'arrive à lui obtenir des résultats. C'est-à-dire les chiffres s'améliorent. Et au bout de combien de temps Je sais plus, je dirais 2-3 mois, tu vois. Au bout de 2-3 mois, ils commencent à dire, ah, mon chiffre d'affaires augmente, et tout ça. Et du coup, ils me font méga confiance. Ils me font méga confiance et ils me disent, ils commencent à me filer plus de contrats, etc. En mode, et j'étais super content. Et moi, du coup, si tu veux, dans cette situation-là, j'ai 2 gros chefs d'entreprise qui ont beaucoup d'expérience. Donc, j'ai Carlo et j'ai Lionel de l'autre côté. Je bosse avec eux des journées entières à les écouter, à voir comment ils réfléchissent, etc. Donc, ça devient en quelque sorte des mentors. Et puis, je comprends aussi comment eux gèrent leur boîte, leurs inquiétudes, la marge, le chiffre d'affaires, les salaires, comment ils investissent. Et puis, je me rends compte que le monde des affaires, c'est pas un monde de bisounours. Pour moi, tu sors de l'école, tu es là, on respecte les trucs. Mais un monde des affaires, c'est une boucherie. C'est une boucherie. Les gens, ils sont sur la ligne jaune, voire la ligne rouge, vous voyez de la franchise, tout le temps, tous les chefs d'entreprise. Donc le truc bisounours de dire on fait attention à ci, en fait c'est l'anarchie, l'entrepreneuriat. Les gens ils se tirent dessus, c'est la jungle. Et parfois même quitte à faire des trucs qui sont très limites, tu vois. Et je l'ai pas vu particulièrement sur ces 2 chefs d'entreprise, je l'ai vu chez tous les chefs d'entreprise que j'ai accompagnés et c'est normal en fait. Mais ça je l'ai compris. Donc en fait j'ai appris à la dure sur le terrain, dans la rue entre guillemets de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat. Donc je l'ai jamais théorisé ni dans le digital ni dans l'entrepreneuriat. J'ai tout appris comme ça. Et du coup je sais plus où j'en étais. Là, tu as tes 2 contrats, tu tournes bien. J'ai mes 2 contrats, je gagne à peu près 3000 balles par mois, j'améliore les chiffres. Et ces 2 clients vont me confier de plus en plus de contrats et donc me faire monter mon chiffre d'affaires. Donc, première année de micro-entreprise, je fais 35 000 € de chiffre d'affaires. Deuxième année, je fais 70 000. Macron avait doublé le plafond. Autorisé, c'était que 35 avant, avec Sarkozy. Donc là, tes journées, concrètement, la première année… Première année, je travaille 3 jours par semaine, j'apprends, je me forme, je suis pile électrique, je me défonce pour mes clients, je mets 100% de mon énergie, mais je suis un petit peu nul sur plein de choses parce que j'apprends. Ils sont quand même contents de mon boulot. La deuxième année, je garde plus que ces 2 clients et eux me renouvellent tellement, me prennent en full time. Les 2, ils se partagent les semaines, ils prennent 2 jours et demi et je gagne, je touche à cette époque-là à peu près 70 000 € sur une année. Donc là, tes journées, elles sont… Full, même les week-ends, c'était quoi ton organisation? En fait, là, je travaille non-stop, les week-ends, le soir, tout ça, j'ai des journées vraiment très longues. Ça me passionne. J'interviens sur plein de sujets, je fais de la programmation, création de site internet, Google Ads, Meta Ads, je fais du SEO pour Lionel avec Wimi. Je fais des millions de trucs marketing que je connaissais pas. Il m'explique ce que c'est une landing page, il m'explique ce que c'est un tunnel de conversion, il m'explique comment traquer les conversions. Je ne connais rien de tout ça. J'avais fait une école de commerce qui m'avait un peu expliqué, etc. Mais encore une fois, comme pour mon forum, comme pour tout ce que j'avais fait comme projet avant, j'apprends sur le tas et je me démerde. Et en fait, la force que j'ai toujours eue, c'est de comprendre, m'améliorer jusqu'à devenir le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les domaines. Intellectuels, je parle, dans les domaines du digital. Et du coup, Lionel me forme, Carlo aussi, il me donne plein de trucs, etc. Donc là, je gagnais, je devais tourner à 6 000 € par mois de chiffre d'affaires. J'avais l'acre, je devais gagner 5 500, 5 700 au bout de… Et t'avais 24, 25 ? Moins que ça, j'avais 23, entre… Genre 1 an et demi après tes… Ouais, j'avais 23 piges. Donc là, je suis là en mode, je gagne plus que la plupart de mes copains d'école. Et tes parents aussi, au final, je gagne plus que mes parents, je gagne plus que tout le monde. J'ai une boîte qui tourne, j'ai des clients qui me font confiance, j'apprends des millions de trucs par jour et en plus, je gagne un max de thunes. Je me dis, putain, mais c'est exceptionnel. Et je me dis, encore une fois, ça confirme que j'ai bien fait de prendre cette voie-là, c'est fait pour moi. Et vie perso, par contre, t'attends de rien, c'est vraiment travail. Vie perso, j'étais célibataire. Je m'étais séparé de ma copine de l'époque. J'étais célibataire, j'avais mes amis, mais en vrai, je sortais, j'étais très fêtard. Très fêtard, mais en vrai, vu que c'est ma passion, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Donc en fait, je pouvais travailler 15 heures dans la journée. Pour moi, j'avais pas travaillé une minute en fait, tu vois, donc je m'en foutais. Je pouvais travailler la nuit, les week-ends. J'étais pas là à me dire, ah vas-y, je prends mon PC le samedi pour. Enfin, tu l'as pas vécu en mode, il y avait que travail. Je l'ai pas mal vécu, ouais. Là, t'as tes 2 clients, tu fais 70K la deuxième année. Ouais. Très fêtard. Il va où? Le mec il t'agresse. Très fêtard. Non parce que il me voyait en fait parce que Pierre
me voyait à cet âge-là, il commençait à être ado, oui. etc. Il me voyait sortir avec son frère, faire la fête et tout. Bon, voilà, on faisait n'importe quoi, évidemment, c'est normal, on était jeunes. Oui, donc ça va, t'as quand même une vie perso, t'as pas l'impression de travailler, donc en fait, finalement, tu kiffes ta vie. Ouais. En année 3, qu'est-ce qui se passe? Donc année 2, ça tourne à fond, je suis hyper content, etc. Année 3, je renouvelle le contrat avec ces 2 clients à 70 000 pour à peu près les mêmes missions. Et en fait, avec la courbe d'apprentissage, ce qui me prenait une journée me prend une demi-journée, etc. Donc en fait, si tu veux, je suis rodé, je sais ce qu'ils attendent, comment ils l'attendent et ce qu'ils attendent de moi. Et en fait, la semaine de travail très chargée se transforme en un 2-3 jours déguisé, tu vois. Parce que t'as de l'XP maintenant. J'ai de l'XP, j'ai des résultats, je suis beaucoup plus confiant sur mes compétences et ce que j'apporte. Je rapporte du cash à tout le monde, ils sont contents. Ils me surveillent moins. Et donc, j'ai un peu le truc de me dire, ma journée, c'est le matin, je vais bosser 1 heure dans la matinée, une demi-heure un peu l'après-midi. Je commence à me faire chier, en fait. Ok. Et du coup, là, tu te dis, ce temps-là où j'ai rien à faire, autant le monétiser. Alors, c'est pas exactement ça. C'est, en gros, je commence à me dire, je me repose beaucoup sur la situation, ce qui me ressemble pas. C'est-à-dire que je me dis, je travaille 3 heures dans la journée, je prends 5 000 par mois. Je peux faire mon ménage, je peux aller à la salle de sport, je peux faire mon truc et je tombe dans un peu un confort de je travaille pas beaucoup, je suis payé grassement, il n'y a plus de challenge et ok, je fais comme ça un an. Et en fait, ça me ressemble pas du tout d'être comme ça. Et donc c'est venu me titiller petit à petit en me disant mais en fait ça te ressemble pas, tu peux pas faire ta vie comme ça. Tu vas pas rester dans ton salon à travailler avec ta casquette à l'envers. En plus, je m'habillais plus, j'étais toujours en jogging, en tout, parce que t'étais chez toi. Je faisais des allers-retours entre ma chambre et le bureau. J'avais plus grand-chose à faire, même si je gagnais bien ma vie, ça me challengeait plus, j'étais plus stimulé intellectuellement. Il y a eu le Covid au milieu qui a été une horreur pour moi parce que j'étais dans un tout petit appartement, j'avais pas d'extérieur. Ouais, donc t'étais encore en free. J'étais encore en free et je me chope le pic d'activité de toutes les boîtes, les restos et tout. Ouais, on va se digitaliser parce que tout ferme. Ouais. Donc je me retrouve avec un surplus d'activité. Tous mes potes, ils étaient en mode, ils foutaient rien de la journée, chômage technique parce que les boîtes là, ferment. on était en mode, tu te fais un peu, t'es dans ton confort. Mais tu te rends compte que tu es moins challengé, tu te fais chier et tout. Et pile là, c'était le Covid après. Il y a un temps de latence. Je commençais déjà à me dire que je suis moins challengé et le Covid m'a achevé. En mode, le Covid, c'est je bosse comme un malade parce que j'ai beaucoup de demandes et que je peux pas refuser les contrats, je veux prendre du deal. Et ces demandes-là, c'était par rapport, tu t'es inscrit du coup sur Malte ? Ouais, pardon. En fait, là, au-delà de donc moi, j'ai jamais fait de prospection à part entière, j'ai jamais sollicité de monde, etc. J'ai eu la chance d'avoir ces clients rapidement qui m'ont fait vivre longtemps. Au bout d'un moment, vu que j'étais moins challengé, que je voulais avoir d'autres projets et que j'avais le risque aussi qu'ils partent parce que le mec il te dit les deux ils résilient, ma boîte elle coule, elle ferme et c'est trop risqué. Donc je m'inscris sur Malte. Voilà, je m'inscris sur Malte, je fais mon profil, je mets mon truc, etc. Et en fait, à partir du moment où je me suis inscrit sur Malte, j'ai eu des demandes d'autres entreprises qui venaient me solliciter pour des petites missions, tu vois, 100 balles, 50 balles, etc. Mais ça a assez vite bien marché. Ouais. J'ai le Covid qui tombe, j'ai Malte qui surcarbure parce que je commence à avoir un peu des avis, etc. Ouais. Et je me retrouve avec plein de missions. Donc en fait, je cumule les 2 postes qui sont censés me prendre la semaine entière en mi-temps, sans leur dire, et je prends des missions ponctuées dans la journée. Et là, j'augmente mon chiffre d'affaires et je me retrouve à, en fait, le plafond de la micro-entreprise, je vais l'exploser, tu vois, j'ai pas le droit. Je peux pas, si tu dépasses 70 000, tu passes sur un régime de vraie société. Ouais. Et alors là, les taxes, laisse tomber, tu vois, déjà qu'on se fait taxer à mort, là, tu te fais découper. Donc, je mets des factures en attente que je reporte sur l'année suivante et tout, etc. J'ai le Covid qui m'emmerde parce que je vois plus personne, je suis enfermé, je fais que bosser. J'ai Malte qui pousse derrière en me disant tu peux aller prendre du blé et tu peux aller chercher beaucoup plus. Tout le monde se disait il n'y a que en ligne, donc il faut mettre un max de budget et ça a dû faire une expansion de dingue. J'ai eu pas mal de missions. Vu que je faisais des bonnes missions, j'avais des bons avis, ils me recommandaient. Donc, je commençais à avoir vraiment beaucoup de demandes. Mais j'étais ni super malteur ni rien. J'avais juste, on va dire, 5 avis et je commençais à avoir du monde. Parce que super malteur, pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément, c'est plus tu fais une mission, mieux tu es référencé. C'est un chiffre d'affaires transité. De Super Malter 1 de mémoire, je crois que c'était à l'époque 15 000 euros. Super Malter 2, je crois que c'était 30 000. Et Super Malter 3, je crois que c'était 60 000. Un truc, je sais pas exactement, peut-être que je dis une énorme connerie, mais en gros, c'est un niveau de chiffre d'affaires et tu devais avoir des bons avis. Et en fait, le cumul des deux te donnait statut. Mais moi, j'y étais pas du tout. Mais j'avais quand même pas mal de missions. Ouais. Et du coup, je me dis, en fait, je n'ai plus le choix. C'est-à-dire, j'ai le Covid qui me gonfle de rester dans mon salon. J'ai 2 clients qui peuvent partir quand même parce que ça fait longtemps qu'ils sont clients et s'ils partent, j'ai plus de revenus. Mine de rien, moi, je vivais là-dessus. J'avais pas beaucoup d'économies. J'ai Malte qui pousse et j'ai plein de boîtes qui veulent bosser avec moi. J'ai plein d'argent à aller prendre. Il faut que je crée une vraie société. Ouais, parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment un bise à prendre vu que tu as plein de demandes, plein de choses à faire et vraiment, en fait, développer ton activité au maximum. C'est ça, exactement. Ok. Ce que je te propose, c'est que de toute façon, toute cette partie entreprise et la création de Ace Agency, finalement, qu'on l'évoque la prochaine fois dans notre podcast pour vraiment développer comme on a pu le faire là sur ton expansion. Avec plaisir, avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux. Il y aura d'autres podcasts qui vont sortir. Et n'hésitez pas aussi à me poser des questions sous la vidéo et je répondrai à ces questions dans les podcasts ou dans des vidéos TikTok, etc. Ciao, ciao!